Nous sommes le mardi 17 mars 2026 et vous écoutez la première émission spéciale consacrée au tout nouveau Sony Alpha 7 V de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, pour la première émission spéciale de la saison 12 du podcast, on a le plaisir de recevoir Sony pour parler de leur nouvel appareil, le très attendu Alpha 7 V. Avec Fabrice Abuaf de Sony France et le photographe Marc Schöffel, nous allons découvrir tout ce qui se cache dans cette incroyable machine conçue pour s'adapter à toutes les situations, aussi bien photo que vidéo. Eh ben c'est parti, première émission spéciale de cette 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, eh ben oui, première spéciale de la saison autour d'un boîtier, comme tu l'as dit, je crois que c'est juste, très attendu. Chaque nouveau membre de la famille Alpha 7 depuis 2013 crée un petit peu l'événement sur le marché. Ça fait parler, on va en parler avec nos invités. Salut Marc, salut Fabrice. Hello. Hello. Alors Fabrice, si tu le veux bien, je vais te représenter une fois de plus à nos auditeurs. Alors, ça fait quand même Encore 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Hein. La dernière fois, c'était en saison 9 et puis on parlait photos de sport, photos d'action et on a beaucoup parlé de toutes les technologies que vous avez développées autour de cette thématique-là. Bref, tu occupes le poste de Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France depuis plus de 7 ans et tu fêtes tes 18 ans de carrière dans cette belle industrie de la photo dans quelques semaines. Beaucoup plus. Plus que 18 ans ? Bah oui, j'ai commencé même photographe, donc Oh là 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 ça remonte. Hein. Fabrice, est-ce que tu peux nous faire un petit récap des 2 dernières années, parce que ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu chez Sony ? Alors depuis 2 ans, il s'est passé pas mal de choses. Après, on reste toujours focalisé sur des boîtiers photos, des boîtiers qui sont un peu aussi emblématiques de Sony. Je vais pas trop faire la liste de tous les produits qu'on a sortis, mais dans le lot, l'Alpha 9 Mark III, on s'est déjà vu pour ce boîtier-là. L'Alpha One Mark II, donc c'est les 2 flagships, avec, on va dire, vraiment d'une technologie complètement mature sur les capteurs, sur le boîtier pro. Beaucoup d'objectifs. On a sorti des objectifs à f2, à 28-70, 50-150 f2, qui fait un carton, pour des photographes dont on s'attendait pas forcément à ce qu'ils aient l'usage d'une focale 50-70 et qui était plutôt avant 70-200. Ouais, puis dans la gamme G-Master. On est dans la gamme G-Master. Ouais, tout à fait. Donc ça, on en apprend aussi avec le retour des utilisateurs. Des objectifs un peu plus petits. On a sorti les 16-25, 24-50. Enfin, ça date un petit peu, mais ça va très bien avec la catégorie des Alpha 7C. Donc voilà, le RX1R Mark III. Revival de la série RX1, très attendu. Voilà, qui était effectivement très attendu, qui a un concept vraiment très puriste sur l'histoire de Sony et sur la taille et le poids. Les ingénieurs voulaient vraiment faire le plus petit, le plus compact, le plus léger. Voilà, bon, je vais pas reprendre. Et puis des versions 2 d'objectifs quand même, il y en a eu. Ils sont sortis un petit peu avant, 24-70 GM2, 70-200 GM2. Le 85 mm en 4 quand même. Le 85, tu as raison, fin 4 GM2, parce que le 85 faisait partie des premières optiques G-Master sorties. Et donc, on se retrouve avec une deuxième génération qui permet d'améliorer tellement, alors d'une part la qualité optique, mais surtout la motorisation, autofocus, qui est vraiment aujourd'hui un point au cœur de la technologie des optiques. C'est le système électromécanique. Alors, bon, ce ne sera pas l'objet de discussion aujourd'hui, mais c'est très c'est en lien avec les performances de la 7.5 aussi. Voilà, et on reste aujourd'hui avec des systèmes de motorisation linéaire XD magnétique sans contact qui sont totalement brevetés par paire. Donc, on en a 2, 4 dans une optique en fonction du système, et ça, c'est très, très performant. Ça permet vraiment de plus du tout avoir d'image floue, ou alors, de façon très exceptionnelle. Ouais. Alors, on est à quelques jours de la fermeture des portes du CP+,
le salon de la photo japonais. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux produits à l'occasion de cet événement, mais il y a eu beaucoup d'annonces d'optiques et d'optiques compatibles qui vont être proposées en monture Sony E. Est-ce que tu as regardé un peu C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'optiques monture E fabriquées, conçues par des marques tierces qui ne sont pas Sony. Je rappelle juste pour l'histoire que c'est vraiment depuis 2010 que cette monture E existe, que l'ingénieur japonais qui est justement à l'origine de cette monture a dit on l'ouvre. Ouais. C'est ce qui fait la force aussi de cette monture. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 80 objectifs en gamme dans notre gamme. Mais alors, on n'arrive pas à tous les compter, mais je crois qu'il y en a plus de 140 d'autres fabricants. Donc, c'est intéressant. Enfin, l'utilisateur est ultra gagnant, quel qu'il soit, à rentrer dans l'univers de la monture E. Pour nous, c'est un challenge commercial de continuer à promouvoir la différence, l'importance d'avoir des objectifs série G Master, série G ou Sony, de par la technologie qu'il y a à l'intérieur. Marc, à ton tour. Alors, tu es photographe animalier, vidéaste et musicien. Tu as ta propre chaîne YouTube avec plus de 13 000 abonnés qui est intitulée Lunaire Max Shuffle, sur laquelle tu proposes des vidéos tutos pour pratiquer la photo animalière, des tests de matériel. C'est pas la première fois qu'on t'entend sur Faut pas pousser les ISO. Tu es déjà intervenu en capsule l'année dernière sur l'émission spéciale Sigma et en 2022 sur notre émission 10 conseils pour se lancer dans la photo animalière. Est-ce que, Marc, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et des images que tu fais ? Alors, très rapidement, oui, j'ai démarré la photo animalière un petit peu par hasard. En fait, j'habitais pendant le Covid en plein Strasbourg, donc en plein centre-ville. D'où le Shuffle, on comprend mieux. Voilà, okay. Tout à fait, ouais, côté alsacien, germanique du nom de famille. Mais et du coup, on a décidé avec ma compagne de bouger le plus rapidement possible après le premier confinement. Et en fait, on a atterri un petit peu par hasard dans un petit village alsacien, voilà, bordé par les vignes. Et voilà, c'est au fur et à mesure de mes sorties que j'ai découvert qu'il y avait une faune assez incroyable à 2 pas de chez moi. Et je me suis dit que ça serait quand même dommage de passer à côté et de ne pas l'immortaliser. Par exemple, des chevreuils, des renards, des sangliers, des chouettes. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et en fait, en 2022, j'ai décidé de faire l'acquisition d'un A7 IV et d'un 200-600, alors que j'avais jamais pratiqué la photo animalière avant. Une belle petite config pour démarrer, là. Tout à fait. Ah, oui, c'est très confortable pour démarrer. Ouais. À l'époque, on se connaissait pas. On se connaissait pas, non. On se connaissait pas. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de ce combo et tombé amoureux de la photo animalière. J'ai vraiment investi là-dedans sans vraiment connaître la photo animalière. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et en fait, j'ai décidé de partager justement mes avancées, mes découvertes aussi en photo animalière avec ma communauté au fur et à mesure de vidéos où j'emmène un petit peu les gens avec moi sur le terrain à la découverte de la photo animalière et pour montrer aussi que c'est pas forcément très facile parce qu'on voit un tas de photos sur Internet, sur les réseaux, beaucoup de magnifiques photos et on a l'impression que c'est très facile, que c'est très simple, mais en fait, c'est des heures d'attente, parfois même des jours, parfois même des mois, pour certains même des années selon le sujet qu'on veut photographier. Donc voilà, c'était un petit peu ça mon objectif et aussi de partager un petit peu des conseils en technique aussi, boîtier, parce que j'aime beaucoup aussi le matériel. Ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Et justement, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment le meilleur moment si on veut démarrer la photo animalière. Il n'y a pas mieux qu'actuellement, en fait. On est vraiment gâté par toute la technologie qui sort. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime développer dans les vidéos que je sors. Ouais. Et aujourd'hui, la photo, c'est une passion ou c'est un métier pour toi ? Alors, je suis vidéaste en freelance depuis 2019 et c'est surtout de la vidéo que je vis. La photo, c'est plus, voilà, je fais de la photo animalière, j'en vis pas à 100%, mais je fais de la photo encore un peu plus institutionnelle, style reportage, voilà, interview et ce genre de choses. Mais j'aimerais justement développer ça et pouvoir vivre uniquement de la photo et de la vidéo animalière. Ouais. Bon. Alors Fabrice, l'Alpha 7 tout court, parce qu'il est question de l'Alpha 7 tout court, c'est pas n'importe quel boîtier pour vous, pour Sony. Vous avez annoncé la 5e génération de cet appareil en décembre dernier.
Et c'est par cet appareil que tout a commencé dans l'univers de l'hybride full frame en 2013. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette série des Alpha 7 tout court? Il y a plein d'angles d'attaque pour raconter cette histoire de l'Alpha 7, mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de 2013, sachant que on va juste comparer. Moi, je suis arrivé chez Sony en 2018, septembre 2018, et en octobre-novembre 2018, puis après, je crois que c'était février 2019, toutes les marques concurrentes à Sony sont arrivées sur le marché. Sont arrivées, tu te souviens de cette époque-là? Ouais. Voilà, donc moi, c'est très bien. J'arrivais dans le poste de chef de produit. C'était déjà la 3e génération d'Alpha 7. Hein. Exactement. Donc, Voilà, l'Alpha oui, ça 7 situe bien 3 les choses. était sorti en 2018, 2018, mais ouais. avant mai, quelque chose comme ça, mai 2018. Oui, c'est Voilà. premier semestre. Donc, c'est-à-dire que en 2013, quand on sort l'Alpha 7 première génération, puis cette R et S en déclinant en montrant tout de suite le jeu. Mais l'Alpha La 7 et configuration. l'Alpha 7R sortent en même temps. Ouais, exactement. Le S un tout petit peu après. Après. Mais en 2014. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'à ce moment-là, personne ne pense à l'hybride en plein format. Personne. Et non. Donc on arrive, je pense qu'on est regardé de travers par beaucoup de marques. Alors, sauf Leica, quand même, faut leur rendre justice, puisqu'on peut considérer quand même. Alors, À les l'époque, cas, mais c'est c'est une exception. C'est discutable sur la technologie quand même, un petit peu. Bruno Labarbère, si tu nous écoutes, c'est indiscutable. Mais, Bruno, c'est sûr. voilà, mais il faut rendre quand même justice à Non, mais qui est à part, en fait. Je vais mettre les cas à part. Oui. Dans le discours qu'on a, on va plus comparer, on va dire, les grandes marques Oui, qui sont oui, sur oui. des secteurs aujourd'hui qui sont similaires. Donc voilà, donc c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre qui n'est pas forcément compris tout de suite. Après, on était déjà dans de l'hybride avant APS-C. Et puis Et les semi-transparents, quand même. Vous aviez un peu amorcé alors, le truc sur c'était des séries alpha, monture A. Oui. Avec les alpha 77, etc., 99. Mais on était en fait sur le chemin de... Ouais, c'est ça. D'accord, mais on reprenait la construction d'un réflexe avec la distance pour pouvoir mettre un miroir, etc., etc. Donc l'hybride vient révolutionner ça, et ça a mis un certain temps, puisque voilà, le temps de convaincre qu'effectivement c'était vraiment le chemin à suivre. Mais c'était vraiment le chemin à suivre, on le sait aujourd'hui. Tous les capteurs qu'on a simplement dans nos véhicules, qui vont détecter des choses à notre place, qui regardent la route. Aujourd'hui, un capteur ne chauffe plus. Avant, un capteur qu'on mettait en mode vidéo, en mode live view, si on reprend le terme des réflexes, c'est on levait le miroir, était en live view, il était très lent, il chauffait énormément. Bon voilà, tout ça, ça fait bien des années qu'on a balayé ce côté technologique-là. Mais on peut faire tellement plus de choses à un capteur que simplement le laisser dans le noir. Voilà. Mais bon, le sujet n'est plus d'actualité maintenant, on le sait. Donc 2013, voilà, après 15, 14, il y a la fonction du R, du S. La 7R2 a été une autre révolution, on n'en entend pas parler, parce que c'est le premier capteur 42 millions de pixels qui est rétroéclairé. Enfin, entre guillemets, backlight sensor illuminated, parce que rétroéclairé, ça marche pas comme ça. Donc, la sensibilité est boostée. Parce que on a changé la construction, la structure en couche du capteur, donc on améliore le rendement lumineux. Et puis après, effectivement, le 7S2 qui a duré très très longtemps, le 7S3 qui dure depuis encore plus longtemps. Et ce même capteur est présent dans d'autres boîtiers, ZVE1, FX3, 12 millions, qui reste une référence en vidéo, etc. Et puis, bon voilà, le R5, alors je passe un peu vite, effectivement le R3, alors si quand même, le 7.3, qui est arrivé en mai 2018, a vraiment signé voilà, un début de prise de conscience que l'hybride était le chemin. Ouais, en tout cas, maturité, nouvelle batterie, endurante. C'est incroyable. Voilà. Sur ce autonomie, il était très complet, petit, léger, extrêmement performant en autofocus. Le 7.3, on en a encore beaucoup aujourd'hui, donc ça fait quand même quelques années. Il n'y a pas notion d'obsolescence sur ce type de produit. En tout cas, c'est pas la logique de Sony. Et puis le 7.3, en fait, à partir du moment où il est sorti, jusqu'à, après la 7.4, etc., a caracolé quasiment tous les mois numéro 1 des ventes par rapport à tout l'ensemble des systèmes plein format, réflexe compris. Donc voilà, et le chemin est écrit. Et voilà, les autres marques nous ont rejoints en 2018. La 7.4 a été aussi un succès colossal et toujours un succès colossal des ventes. Et la 7 Mark V qui vient réellement apporter quelque chose, on en parlera tout à l'heure, encore plus. C'est un très très beau successeur.
ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment incroyable. C'est pareil, hein, quand on investit dans un matériel, c'est pas juste pour un certain nombre de specs un peu waouh, il en faut, mais c'est parce que c'est un matériel solide qui est fait pour durer, dans lequel on peut avoir confiance, qui est robuste, avec lequel on peut tout faire. Non, ce qui est marrant depuis en tout cas 2013 et le lancement de la famille Alpha 7, c'est qu'on voit que depuis en tout cas les Alpha 7, Alpha 7R, donc R pour résolution, donc haute définition, ne sont plus forcément simultanés. C'est-à-dire que maintenant, Ouais. l'Alpha 7R5 est sorti il y a maintenant 3 ans, je crois. Ça fait à peu près 3 ans. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, mais c'est une petite particularité. Oui, Maintenant, ça vivote. Ça rend, pour être très honnête, ça rend un peu complexe la lecture de notre gamme. Et oui. Parce qu'on en est à la 7S3, l'Alpha 7, 4 et 5 maintenant, C'est ça. la 7R 5. Voilà, donc le 7C, l'Alpha 7C Mark II, l'Alpha 7CR. Donc effectivement, les gammes R, S et autres n'évoluent pas forcément à la même vitesse. Et pour autant, le successeur reprend le numéro d'après de chaque. Oui, non, domaine. ça reste cohérent. C'est Après, cohérent, c'est à nous de mais remettre un petit peu de l'ordre. Voilà, il faut et pas du sens de chercher un lecture. 5 partout. Il n'y a pas forcément un 5 partout Ouais. dans toutes les gammes. C'est pas non, mais la lecture est pas forcément simple. On a beaucoup de boîtiers, c'est très riche, beaucoup de choix. Il faut prendre le temps de regarder, oui, effectivement. 5 ans, du coup, entre l'Alpha 7.4 et ce nouveau Alpha 7.5. Et entre-temps, on l'a évoqué, hein, l'arrivée de nombreuses innovations technologiques majeures sur les A1.2, A9.3 et A7R5, qui a donc 2 ans d'avance sur la série Alpha 7. Ce nouveau A7.5 était donc l'un des appareils les plus attendus de 2025 et un boîtier particulièrement attendu au tournant par les utilisateurs Sony. On vous propose d'écouter le témoignage de Sébastien Montulé de la boutique spécialisée Camara au Mans, nous parler de cette attente qui commençait presque à devenir insoutenable pour certains. L'attente était assez importante au niveau de l'annonce de la sortie du nouveau Sony Alpha 7.5, puisque l'Alpha 7.4 déjà avait très 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 bien fonctionné, mais il manquait des petites choses au niveau de la rapidité de la F, entre autres, et aussi du capteur, hein. Et donc la clientèle en fait attendait impatiemment un modèle un petit peu entre guillemets abordable, avec les caractéristiques qu'on peut éventuellement retrouver sur la gamme Pro, notamment les Sony Alpha One 2 ou Alpha One 1. Avec des performances AF vraiment impressionnantes. Donc l'engouement s'est fait tout de suite ressentir, puisque dès l'annonce, on a eu j'ai eu mes clients habituels, hein, qui sont équipés en Sony et qui étaient équipés de boîtiers de gamme bien inférieure. Et tout de suite, ils ont été enthousiasmés par l'annonce, et ils m'ont tout de suite fait des précommandes. Alors ça a été marrant parce que j'ai vu 2 types de clientèle. Donc la clientèle qui veut évoluer en gamme, mais aussi une clientèle pour un second boîtier. Notamment, je pense aux possesseurs de l'Alpha 9.3 et plus particulièrement de l'Alpha One 2. Pour au niveau de en fait, des modèles concurrents, que ce soit Canon, notamment avec le R6 Mark III, ou chez Nikon, le Z6 III, forcément, ils avaient sorti dégainé bien avant un modèle qui correspond à une certaine gamme et une certaine demande, et Sony devait répondre. Donc en fait, ils sont arrivés, je pense, avec l'Alpha 7.5, ils ont répondu quelque part, ils se sont mis au même niveau, et ils ont bien fait, parce que la bataille est rude et dure, hein, dans ce milieu. Et forcément, ayant, nous, dans notre magasin, beaucoup de clients en Sony, ils étaient forcément impatients d'avoir un modèle équivalent. Donc, il est arrivé au bon moment, j'ai envie de dire, pas trop tard. On aurait préféré avoir un petit peu plus tôt, mais on va pas cacher notre bonheur. Et ils ont répondu très très bien avec ce boîtier, puisqu'il a très très bien démarré, je pense, dans les magasins qui le vendent et dans le nôtre. Donc, je pense que ça va être vraiment être un best-seller, comme a été l'Alpha 7.4 quand il est sorti. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Marc, dans quel état t'étais, toi, finalement, parce que tu es utilisateur de l'Alpha 7 IV, donc la génération juste avant. Ouais. Est-ce que tu l'attendais énormément, cet Alpha 7 5, ou finalement, le 4 faisait déjà bien le taf? Alors oui, je l'attendais quand même beaucoup parce que, c'est vrai que quand on voyait ce que proposait par exemple un Alpha One Mark II, avec, ses performances autofocus, boostées à l'IA, avec, sa rafale à 30 images par seconde, en animalier surtout, en fait ça faisait vraiment envie. Il faut rappeler que la 7.4, c'est 10 images secondes. Voilà, hein. c'est ça, C'était c'est 10 pas images énorme, secondes. hein. Ouais, c'est pas énorme. Bon, ça suffit déjà dans beaucoup de situations. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'en animalier, quand on veut vraiment le mouvement des ailes, enfin la décomposition du mouvement sur certains oiseaux, en fait, les 30 images par seconde permettent d'avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et donc, ouais, vraiment, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience. Il y a plein d'autres choses, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a plein d'autres choses que j'attendais aussi, notamment un nouvel écran, etc. Mais voilà, en tout cas, j'attendais vraiment ce boîtier avec impatience. Ouais. Fabrice, Sony, ces 2 dernières années, la marque a été relativement calme en termes de nouveautés boîtiers. En tout cas, nous a fait découvrir un rythme différent de ce qu'on en a pu connaître par le passé. Est-ce que le développement de la 7.5, il a été particulièrement compliqué et long, ou est-ce que c'est une volonté finalement maintenant de la part de Sony d'espacer ces générations de produits? J'en ai aucune idée. Non, c'est très compliqué de répondre à ta question. D'abord parce que c'est des infos qu'on n'a pas sur les stratégies des ingénieurs à Tokyo. Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règles. C'est vrai que c'est pas évident. Sans doute, il faut essayer de planifier quel va être le bon moment. Et le bon moment, il n'est pas évident. Alors, quand on était un peu tout seul, le bon moment, c'était quand on voulait. Quand il n'y avait pas beaucoup de concurrence, en tout cas sur de l'hybride, j'entends. Ouais. Maintenant, effectivement, voilà, quand nos concurrents sortent un boîtier, je pense que les ingénieurs sont très attentifs à soit anticiper, soit quelle va être notre réponse. Et effectivement, Sébastien le disait bien tout à l'heure là dans la capsule. Il disait qu'on attendait la 7.5 et qu'après la sortie de Canon, effectivement, il était temps qu'on sorte un boîtier. Après, on le disait aussi à ces micros dans nos guides d'achat et c'est tout à fait naturel. Depuis de longtemps, d'ailleurs, Oui, depuis pas juste quelques mois. C'est quelque chose on attend la nouveauté. Après, on est encore une fois, Sony a aussi encore un peu d'avance. Alors, je dirais que c'est un peu moins parce qu'effectivement, tout le monde travaille la technologie. Mais on verra que dans la 7.5, il y a des choses. Si on comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, on a loupé quelque chose sur la 7.5. Peut-être on aura l'occasion d'en toucher 2 mots tout à l'heure sur les technologies internes à la 7.5. Et ça, ce sont des vraies révolutions. Donc je pense que les ingénieurs aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de révolutionner la photo clairement. En termes de pixels, en termes de technologie. Donc il faut faire évoluer, il faut que les évolutions soient quand même importante, suffisante. Et donc, on sort pas un boîtier pour dire c'est la génération 2, 3, 4, 5, juste pour dire en changeant un peu de cosmétique. Et puis, on parle toujours un peu d'obsolescence. Tu as prononcé le mot tout à l'heure. Vous, chez Sony, vous commencez à recycler vos propres produits. Vous mettez en place des choses au niveau de packaging, tout ça. Enfin, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. De ne pas être dans la course non plus à la nouveauté en permanence. Et puis, juste une petite chose, mais dans la gamme Alpha 7, depuis... c'est enrichi des Alpha 7C, des Alpha 7CR aussi, de première, seconde génération, ce qui peut expliquer peut-être un espacement entre gammes. Enfin bon. Voilà, disons qu'on suit plein de pistes. Il y a la piste de l'innovation, de la rupture technologique qui est quand même plus complexe à avoir aujourd'hui. Ouais. Alors la 9.3, on a réussi. À l'intérieur de la 7.5, il y a plein de ruptures technologiques en fait qu'on voit pas, mais qui sont au service de l'utilisateur photographe ou vidéaste et qui vont s'en rendre compte à l'usage. Mais c'est vrai que on part sur d'autres pistes. Les A7C ont été donc une déclinaison. Ça n'a pas été une révolution. Si ce n'est quand même le form factor. On est la seule marque. Alors, je vais mettre de côté aussi les IK, parce qu'on sait que le style et Fuji aussi est un peu à part, mais on est la seule marque à proposer des boîtiers hybrides plein format, aussi petits, compacts et légers avec ce form factor. Et de petit à petit, les gens s'en rendent compte, mais voilà, ça prend aussi un peu de temps. Juste pour info, le ratio de vente à 7.4 à 7C2 en Europe, on va dire, c'est plutôt 80-20.
80% à 7.4, 20% à 7C. C'est à peu près faux, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Ouais, enfin, quand même, ça montre l'importance. Tu fais ça en Asie, c'est l'inverse. Ah oui. C'est plus de 80% à 7C2 et moins de 20% à 7.4. Donc, ça veut pas dire que ce qui se passe en Asie va se passer chez nous maintenant après. On a des cultures différentes, Bien sûr. mais c'est intéressant de comprendre aussi pourquoi on a sorti ces boîtiers-là, parce qu'il peut y avoir un intérêt. Et aujourd'hui, on veut avoir la meilleure qualité possible dans un poids le plus limité possible. Ça fait partie des arguments. On touche tout ça. Après, tu parlais d'obsolescence, mais tu parlais aussi de quelque chose qu'on développe beaucoup. C'est, on va dire, le respect de l'environnement, le côté sustainability, comme on dit. Donc, avoir des packaging qui n'ont le moins d'impact plus de possible. plastique. Il n'y a plus du tout de plastique. Ce sont que des fibres végétales qui sont compostables, recyclables. On n'a plus d'encre polluante. Donc, on a des packaging qui sont un peu moins flashy, mais malgré tout, qui font le job. C'est hyper important. Ça pousse très, très fort de Tokyo à l'Europe, chez nous. On a des trainings, des formations là-dessus. C'est vraiment une intention très forte. Il y a de plus en plus d'usines de fabrication qui sont quasiment autonomes en énergie, avec des systèmes de panneaux solaires. Donc, et si je dis quasiment, c'est parce que je veux pas dire 100%, parce que j'en suis pas certain. Donc, c'est un chemin dans lequel Sony veut absolument aller. Ça fait partie du côté aussi un peu précurseur. Bon, il n'y a pas que Sony, hein, mais on y va. Et on essaie de le dire quand même un peu, mais on ne veut pas non plus le dire trop fort. Pour qui il a été conçu, Fabrice, ce boîtier? Si on imagine quelqu'un qui souhaite se lancer, qui s'intéresse à Sony, la gamme est très large. L'Alpha 7 V, c'est un boîtier qui est très stratégique pour vous. Pour qui il a été pensé pour voir si Marc rentre bien dans les cases? S'il n'a pas fait une erreur. Je suis pas certain. Non, la gamme Alpha 7, c'est le cœur de gamme plein format, c'est la polyvalence. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a assez de pixels pour pouvoir recadrer un peu, comme on en parlait, agrandir, etc. Et on n'en a pas trop pour pouvoir monter bien en ISO. On a un capteur semi-empilé pour qu'il soit plus rapide et pouvoir aussi maintenant proposer le 30 images par seconde, etc. Pour pouvoir faire de la vidéo jusqu'en 4K 120. Donc, c'est vraiment la plateforme commune sur laquelle tous les créateurs, que ce soit photographes, vidéastes, peuvent se croiser. D'accord? Donc voilà. Alors, ça n'ira pas jusqu'à peut-être au cinéma professionnel. Quoique, franchement, il y a pas de raison. On peut faire des choses assez miraculeuses avec un boîtier qui n'a pas forcément la configuration d'une FX6, mais malgré tout, on peut faire plein de choses. Donc, c'est vraiment la plateforme la plus polyvalente que l'on fait. Ça a toujours été la mission des Alpha 7 en classique, non R, non S. Et je pense qu'il remplit très, très bien sa mission. Donc, créateur photo, sport, tout type de photos, simplement. Et puis, créateur vidéo aussi, pour de la création haut de gamme. Oui, c'est un des plus gros gaps d'ailleurs par rapport à la 7.4, on va y revenir. Mais enfin, oui. La vidéo, là, c'est un autre monde. Donc, c'est très difficile de répondre à ta question. Pour le coup, c'est sans doute le produit qui cible le plus de gens au profil différent en termes d'utilisation. Et avec la possibilité de ne prendre que ce dont on a besoin, bien sûr, dans le boîtier. Marc, la gamme Sony, elle est très développée et quand on la regarde, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont au-dessus de l'A7V. Tu n'as jamais été tenté d'aller sur un A7R5, un A9 II, A9 III ou A1 II? Alors, c'est pas évident de répondre. C'est vrai que du côté de l'A7R5, quand il était sorti, il m'avait fait pas mal envie. Parce qu'il y avait justement l'arrivée de l'autofocus IA, il y avait justement les 60 millions de pixels ou 61. Oui. Détection d'insectes. Voilà, tout ça, tout à fait. Il y avait tout ça, ça donnait vraiment envie, mais ce qui m'a vraiment donné envie, c'est l'arrivée de la 1 Mark II. Parce que j'avais vraiment l'impression, en fait, on n'est pas très très loin en termes de mégapixels. On est 10 mégapixels en dessous, je crois que c'est 50. On est très très loin en termes de prix, par contre. Voilà, c'est vrai, c'est pas faux. Mais l'Alpha One Mark II, j'ai déjà eu l'occasion de pas mal le tester aussi. Et c'est vrai que c'est un bonheur à utiliser. Mais ouais, après, c'est vrai que c'est des boîtiers vraiment orientés. Quand on est photographe animalier, c'est super confortable. Ouais.
Le prix, justement, Fabrice, c'est important, hein, par les temps qui courent. Il se positionne comment, cet Alpha 7.5, en termes de tarifs? Alors, on est à 2 999 €. Donc, c'était très important, effectivement, pour nous et je pense pour le marché d'avoir un boîtier qui dépasse pas la barre des 3 000 €. Je pense qu'il est bien positionné. En tout cas, c'est le retour que nous font les gens qui sont spécialistes de ce business-là, donc tous les magasins, photos spécialistes. Voilà. Pour le niveau de prestation, je pense que voilà, c'est une bonne cohérence. C'est vrai que c'est pas très évident sur un marché aujourd'hui avec le prix des composants qui des fois augmente. Hein. Ouais. Le cours entre le dollar, l'euro, le yen, il peut se passer des choses. D'arriver à maintenir, on va dire, des prix acceptables. Donc pour le coup, je pense que la mission est remplie sur l'Alpha 7.5. Oui, puis comme toujours chez vous, il y a la 7.4 qui reste au catalogue. Ah, Pour retrouver toujours. À des tarifs Voilà. au moins 2299 €, du coup, la 7.4 c'est maintenant. quand même pas mal. Hein. Oui, après, ça dépend. Hein. Tu as toujours des phases dans l'année Oui, bien où sûr. il y a des promotions supplémentaires, des promotions si tu achètes une optique avec. Il y en a qui courent en ce moment, bien entendu. Mais oui, effectivement, l'idée, c'est de construire une gamme qui permet de répondre à tout le monde. Des gens qui n'ont pas forcément 3 000 €, des gens qui n'ont pas forcément 5 000, hein, c'est pour un A7R5, et qui sont plutôt sur un budget à 2 000. Bon, voilà, la 7.4 suit sa vie. C'est-à-dire suit son évolution de prix en boîtier, il a un successeur, il reste en gamme, la 7.3 est toujours aussi en gamme et on a une structure et la 7.3 c'est pas des fins de stock hein. Ah non, et puis ils continuent à être produits 1600 € aujourd'hui un A7.3. Oui, ça dépend des moi je conseille souvent ouais, des gens qui très cherchent un appareil plein format et qui veulent démarrer. Quand tu regardes les caractéristiques, stabilisation et 4 millions, 10 images secondes, 4K, bon, t'y vas quoi. Et surtout, alors c'est très important de le rappeler ça. C'est-à-dire que les produits qui sortent là sont pas des produits fabriqués il y a quelques années, hein, ce sont des produits qui sont fabriqués sur des lignes de production qui sont encore complètement actuelles et utilisées. Et surtout, un A7 III, compte tenu de la concurrence qui a sorti des boîtiers, on va dire plein format, entrée de gamme, milieu de gamme, mais plus récent, n'a pas du tout à rougir en termes de spec par rapport à ces boîtiers-là. Il tient complètement son rôle. Donc, faut pas avoir peur d'acheter un boîtier dont la conception a été, on va dire, il y a quelques années. C'est un boîtier qui durera encore très longtemps, qui est extrêmement robuste et qui remplit complètement sa fonction. Alors pour commencer et avant d'entrer dans le cœur de cette machine, on va rapidement aborder l'objet en lui-même et son ergonomie. Je précise rapidement parce qu'il y a finalement assez peu d'évolution entre l'A7 IV et le nouveau A7 V sur ce point. La grosse nouveauté, Fabrice, c'est l'écran et plus particulièrement la charnière. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors si on regarde l'Alpha 7.5 par rapport à l'Alpha 7.4, comme ça tu les poses sur une table de l'extérieur, c'est clair que de face, faut se rapprocher un petit peu pour savoir lequel est lequel. Ça m'est arrivé 2 fois d'en prendre un pour aller faire des photos en test et montrer un photographe, j'ai pris un A7 IV. Et je me suis dit, mais pourquoi ils montent pas au 16 millième? Donc bon, voilà. Donc en gros, extérieurement, le souhait, ça a été de ne pas faire perdre les repères aux utilisateurs d'A7 IV, pour qu'ils puissent monter en gamme et être totalement chez eux. Si on retourne de dos, oui, on voit cet écran qui passe de 3 pouces à 3,2 pouces, qui maintenant est articulé comme sur les boîtiers Pro et la 7R5 en 4 axes, c'est-à-dire dans tous les sens, on peut le voir sur le côté. Ce qui est le meilleur des deux mondes, en fait. C'est très apprécié. On l'a vu dès qu'on l'a sorti sur la 7R5, on a vu quand même un engouement énorme. Donc maintenant, dès qu'on peut le mettre sur un certain nombre de boîtiers, voilà, donc il a bien mérité son écran 3,2 pouces en 4 axes. C'est super pratique. Oui, c'est super pratique. Rien que pour aller chercher parfois des plans un petit peu plus à ras le sol, en fait, là, tu as juste à monter l'écran et tu vois tout. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ceux qui veulent vraiment rester dans l'axe, ils peuvent aussi. Tout à fait, oui, ça permet. En photo, surtout, on n'aime pas trop. Oui, c'est ça, on n'aime pas décaler l'écran. Tout à fait, ouais. Et jusqu'ici, on n'a pas de retour, si c'était peut-être la question cachée, Arthur, sur la fiabilité de ce système de rotation. Ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai qu'on en parle de moins en moins de ça. Enfin, il y a un moment, il y avait le côté fragile de ces écrands-là qui était mis en avant. Dans les faits, j'ai pas l'impression ça fonctionne bien. Vrai, dans l'histoire, forcément, plus tu mets de mécanique, plus ça risque de système. Non, mais ça fonctionne bien, c'est fiable, l'écran est magnifique.
Et le fait de pouvoir le mettre dans toutes les positions est un bonus indéniable pour les créateurs qui ont des idées un peu tordues. Ils peuvent se mettre dans tous les sens. Mais en tout cas, ouais, t'as la sensation de robustesse quand même. Enfin, t'as pas peur de le manipuler, Ouais, de le il est- sortir. Ça pour le coup, c'est bien. Ouais. Et alors, justement, du coup, ce boîtier est conçu comme étant très polyvalent. Toi, Marc, tu fais un truc bien particulier avec lui. Et surtout, tu l'emmènes dans des terrains hostiles, si je peux dire, en termes de conditions de prise de vue. Ouais. T'es pas inquiet avec un appareil de ce calibre, de niveau de gamme, en termes de protection contre l'humidité, la poussière, solidité, à le trimballer comme ça partout sur le terrain? Non, absolument pas. Et c'est assez marrant parce qu'on me pose souvent la question de comment je stocke mon matériel. Et ça, c'est assez particulier. Et je ne savais pas qu'il existait parfois même des caissons étanches pour stocker du matériel. J'imagine que c'est très utile dans des endroits très humides. Mais non, pour le coup. Les pellicases, ça marche très bien aussi. Ouais, tout à fait. Du Ouais. silica gel. Tout à fait, ouais. Mais maintenant, personnellement, moi, je l'emmène dans la forêt quand il pleut. Vraiment, ça m'est déjà arrivé de le tremper absolument sans forcément emmener de protection sous une pluie battante. Et franchement, il n'y a aucun problème, que ce soit le boîtier, l'objectif. Hein, voilà, j'ai vraiment aucun souci. Parfois, il prend aussi de la terre, de la poussière. Enfin, on n'a pas peur de le poser par terre, de l'emmener dans la boue. Enfin, il y a vraiment. Enfin, c'est pas une GoPro quand même. Enfin, C'est pas une GoPro, mais je veux dire, si tu l'utilises de manière normale, sans forcément faire attention Ouais. à ce que tu fais avec, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui a énormément changé depuis les premières générations Ouais. d'Alpha 7, parce que je me souviens qu'au début, on les raillait beaucoup, les premiers Alpha 7, pour ça. Ok. Pour le côté, attention, c'est peut-être pas aussi robuste que d'autres modèles, ou voilà. Enfin, je sais pas si toi, tu as eu vent de ça un peu aussi. Non, mais voilà. c'était aussi le cas, l'Alpha 7 première génération Oui, et oui, deuxième génération. Oui. Voilà, on passe aussi les épreuves du temps et de l'usage. Aujourd'hui, voilà, tout le système en alliage magnésium est beaucoup plus costaud. Puis un Les rideau devant joints- le capteur, hein. Il y avait Ouais. pas ça dès le début. Ça hein, te donc, plaît, ça? Oui, beaucoup, parce que j'aime bien les endroits un peu où il y a de la boue, tout ça. Et enfin, changer d'optique, de la poussière, quand Ouais. il y a du vent, etc. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, donc aujourd'hui, c'est costaud. Après, c'est pareil, faut pas le tremper dans l'eau, ça marche pas. Hein. Mais ça toujours pas, ça on n'y arrive Ouais. pas. Mais par contre non, c'est fait pour un usage tout temps. Et pour autant, il n'y a pas de norme IP encore chez Sony. Ça, c'est un truc qu'on peut déplorer. Il n'y a que 2 marques sur le marché qui le font. Ça, je ne sais pas s'il y a une raison, parce que vous faites des smartphones par ailleurs, et puis il y en a, mais bon, c'est un petit truc qui n'est pas encore. Parce que c'est Vas-y. pas aussi pour se protéger et pour pas montrer aux gens ouais. pour pas dire qu'ils peuvent le plonger dans l'eau et c'est tranquille. Et puis après, ils reviennent en SAV, il a pris de l'eau. C'est peut-être pas aussi pour ça. Je suis moins expert là pour te répondre Ouais, là-dessus. J'aurais tendance à dire que les normes IP sont souvent presque des normes d'étanchéité. Oui. Et donc, là, on n'est pas sur des boîtiers étanches. Et puis, on peut pas le garantir avec la monture. Donc, je pense que voilà, il y a aussi une prudence à l'usage. Et puis, voilà, faut prendre soin de son matériel tout en l'utilisant comme on doit l'utiliser. Ouais, faut pas avoir peur de l'utiliser dans des conditions parfois compliquées, quoi. Comme dit, sous des grosses averses, ça m'est déjà arrivé de rentrer avec un boîtier complètement trempé. Aucun souci. Bon. On va maintenant entrer un peu plus dans les détails de ce nouvel appareil. On va s'intéresser à sa pièce maîtresse, à savoir son nouveau capteur, un modèle encore jamais vu dans un boîtier Sony, et ce qu'il est capable d'offrir comme nouvelle fonctionnalité. On vous propose d'écouter le témoignage de Maxime Lecloirec de la chaîne YouTube Pile et Face aux 197 000 abonnés. Il nous partage quelles sont selon lui les avancées les plus marquantes sur ce nouvel appareil. Alors, la 7.5, moi, je suis très content de le voir arriver parce que je suis un grand utilisateur de chez Sony, forcément, mais aussi de la 7.4. C'est un boîtier sur lequel j'ai emmené sur beaucoup de tournages, à la fois client, à la fois en perso. Moi, de base, je suis quand même plus vidéo, donc c'est 70% de mon activité et aussi un peu de photo. Donc, j'en attendais beaucoup de ce boîtier-là, qui est un carton plein à travers les ventes. Donc, voilà, on en attendait énormément. Pour moi, c'est vraiment le 33 millions de pixels, c'est vraiment le bon compromis. Surtout sur un boîtier comme ça qui fait photo vidéo, parce que ça reste assez de résolution quand même pour venir recadrer un petit peu en post-prod. On a quand même beaucoup de détails, et en vidéo, on a moins, enfin on va dire c'est acceptable la montée en ISO qui est peut-être un peu moins bonne que par exemple une FX3 qui en a que 12. Mais voilà, aujourd'hui avec les nouveaux processeurs, capteurs, on voit que la gestion du bruit est quand même un peu mieux gérée en interne. Donc je trouve que c'est le bon compromis. J'en attendais pas forcément moins sur un boîtier comme ça.
qui est à la fois hybride photo-vidéo, je pense que 24 aurait été peut-être un peu léger. L'autofocus, ça a été une des grosses améliorations. C'est aussi, bon, la 7.4 était déjà quand même bien avancée. Là, on nous rajoute quand même toute la technologie un peu IA. Je pense que le couple justement en processeur, justement avec cet autofocus-là, je vois une différence. Après, bon, ils étaient déjà bien avancés dessus, donc je dirais pas que c'est de tout au tout. Maintenant, c'est amélioré. Moi qui ai utilisé aussi énormément l'A1.2, c'est pour moi, enfin, je le dis assez souvent, mais l'A7.5, je trouve que c'est un mini A1.2. Et dans les specs, bon, évidemment, il a des limitations, mais en tout cas, sur l'autofocus, quand je compare les deux, j'ai vu assez peu de différence. Et c'est ça qui m'impressionne quand tu regardes, quand tu les compares en termes de prix. Pour moi, il y a quand même une très belle évolution et je suis hyper content, au contraire, qu'ils aient mis ça en place, quoi. Un des plus gros problèmes que j'avais, moi, notamment avec la 7.4, c'était cette histoire de rolling shutter qui était assez présent, en particulier en vidéo. Là, évidemment, avec un capteur semi-empilé, ça corrige vachement bien, en fait, ce problème-là que je pouvais avoir. Donc, il y a deux specs parce qu'en photo, je trouve les améliorations qui sont vraiment très très bonnes. La rafale à 30 images par seconde, trop bien. Mais à côté de ça, on a quand même la limitation avec les objectifs qui sont pas de chez Sony. Et en fait, c'est un peu la globalité de ce boîtier-là, c'est souvent ça, c'est qu'il y a des belles améliorations. J'ai enfin de la 4K 120, mais il est croppé. L'audio a été aussi amélioré, on a des nouveaux modules avec justement sur la partie vidéo, mais j'ai pas de 32 bits en interne. On a plein de fonctionnalités vidéo, j'ai pas d'OpenKey. Donc en fait, il y a plein de belles améliorations avec cet A7 V là, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Il reste, on va dire, dans le spec de ce que les autres peuvent faire. Il le fait très bien, donc ça c'est cool. Il fait ce que j'attends de lui. Maintenant, bon, j'aurais peut-être aimé qu'ils aillent, on va dire, encore plus loin dans les nouvelles technologies, quoi. Bon, il raconte énormément de choses, Maxime, dans son témoignage. On va revenir sur chacun de ces sujets point par point. Puis il y a beaucoup de mais aussi dans ce qu'il nous raconte. On va commencer par le capteur. Fabrice, vous avez fait le choix, comme d'autres, du semi-empilé. Non, oui, le choix du capteur semi-empilé, il a sa logique. On est fabricant de capteurs, on a déjà fabriqué des capteurs de tout type, Global Shutter. Donc, pour aller plus vite, on fait les capteurs semi-empilés. Ils ont une lecture des pixels qui est bien plus rapide, empilé, semi-empilé. Après, il y a une histoire de coût aussi, bien sûr. Ouais, c'est-à-dire, je pense qu'un capteur empilé ou global coûte beaucoup plus cher. Voilà. En fait, j'irai plus loin juste par rapport à ta question. Tu parles du capteur. Je pense que c'est vraiment un couple capteur plus processeur. Et en fait, alors on abordera aussi les points qu'a abordé Maxime vers la fin de la capsule, mais juste pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, l'innovation, la rupture technologique, parce que là, pour le coup, avec la 7.5, il y a une rupture technologique. Et ça, faut vraiment bien l'expliquer, Fabrice, parce que on comprend pas Elle forcément. se voit Même pas. nous, tu vois, lors de la présentation, on était là, on a bien écouté. On comprend le couple capteur-processeur, c'est souvent le cas sur les appareils. Là, ça va au-delà. Oui. Mais pourquoi? Alors en fait, c'est la première fois qu'on a sur un boîtier ce type de processeur. Alors on n'a pas beaucoup d'infos officielles, vous comprendrez bien que C'est le XR2. le Beyond XR génération 2, donc Beyond XR 2. Et ce qu'on comprend petit à petit et dedans, avec des informations qu'on arrive à glaner en partie non officielles, c'est que ce processeur est un processeur de nouvelle génération. Donc au départ, le Beyond XR était composé de deux processeurs qui sont pas totalement identiques. Beyond XR, ça coïncidait avec l'arrivée des nouveaux menus chez exactement. Vous, voilà, le problème, c'est que quand on gère une interface graphique et on veut plus de fluidité, ça prend plus de ressources. Donc, il faut avoir un processeur plus puissant. Donc, on avait des processeurs classiques, mais on en avait deux qui n'avaient pas exactement le même travail. Un qui s'occupait plus de la partie autofocus, l'autre de la disponibilité du boîtier avec l'affichage du menu. On a rajouté avec la 7R5 la puce IA. Alors, vous vous rendez compte, ça fait comme s'il y avait 3 processeurs en fait sur la carte mère. Ça commence à prendre de la place, ça chauffe, etc. Là, le Beyond XR2, il prend tout, on le met dans un seul processeur. Ça serait une structure vraiment novatrice et il serait gravé beaucoup plus fin. Et on sait très bien que quand on grave plus fin, on consomme moins d'énergie, on chauffe moins. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas de système de dissipation de chaleur pour autant. Alors, il y en a toujours. T'en as dedans. Il y en a, mais il n'est pas visible, je veux dire. Il n'est pas visible parce qu'il est derrière l'écran. Il n'y a pas de grille comme on peut le voir chez des concurrents. Non, tu n'as pas de système de dynamique. Non, voilà. c'est ça. Mais donc, tu as toujours un système de dissipation où tu essaies de répartir la chaleur sur l'intégralité du boîtier avec des plaques plutôt type cuivre ou autre qui permettent de diffuser. Là, il se trouve que le dissipateur est même plus petit à l'intérieur. On a vu voir des vidéos où les gens démontent les boîtiers. Donc,
Tout ça, c'est une vraie rupture technologique qui est là pour demain. Un processeur plus puissant, un processeur qui chauffe beaucoup moins et un processeur qui consomme moins d'énergie. Franchement, ça, c'est un vrai gap. C'est à l'intérieur d'un boîtier. Sauf qu'on s'attend pas forcément à avoir ce genre de gap sur un boîtier. On sait sur un ordinateur, mais pas forcément sur un boîtier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de bénéfices pour l'utilisateur, que ce soit photographe ou vidéaste, ça veut dire plus d'autonomie. C'est-à-dire que par rapport à la 7.4, qui est déjà considéré comme un boîtier avec une très grande autonomie, on a entre 20 et 30% d'autonomie en plus, 30% avec le viseur, 30% avec l'écran, 20 avec le viseur, parce que le viseur consomme un peu plus à cause de son rafraîchissement, puis c'est de l'OLED. Ouais. Mais globalement, 30%, c'est pas 5%. Hein. Avec la norme CIPA. Mais d'ailleurs, ça surprend quand on lit les normes CIPA. On peut comparer les deux produits. On regarde les fiches et on se dit, attends, ok, c'est un nouveau produit. Il fait du 30 images secondes, etc. Et il a une autonomie. Et il est meilleur. Et dans les faits, pour l'avoir testé, oui, ça se vérifie. Et comme bien souvent, on est même au-delà des normes CIPA. Ouais, ça se vérifie. Ouais. Ah oui, là, c'est assez bluffant, je trouve, sur le terrain, l'autonomie qu'on gagne. Ouais. Donc ça, plus un système en fait d'atténuation de la luminosité de l'écran de 80%, qui prolonge, qui n'est pas inclus dans la mesure de la norme CIPA, parce que c'est quelque chose qui fait pas partie du protocole. Et tout ça, ça fait en sorte que l'autonomie de la batterie, on peut en attendre, je dirais, je sais pas, peut-être 40% de plus. Donc c'est colossal. Et donc ça c'est une rupture technologique. Ouais, je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment insister aujourd'hui, parce que c'est le point faible de beaucoup d'appareils hybrides qui vont coûter 3 000 voire plus, 3 000 euros voire plus, et qui ont parfois des autonomies hyper décevante de 300, 400 vues. On se dit, pour le prix, on est un peu déçu, quoi. Encore plus quand on vient de l'univers des réflexes, évidemment. Compliqué, tu as raison. Donc, il y a ça, cette côté autoconsommation d'énergie d'un système de processeur de calcul qui est en plus puissant et plus rapide. Et puis, derrière, il va chauffer moins, parce qu'il est gravé plus fin. Donc, ça veut dire que, alors, il y en a qui ont fait des tests, je ne citerai pas de nom, mais parce que en gros, il l'a fait tourner en 4K 60 dans un four à 40 degrés. J'aurais jamais fait ça, moi. Et il a tourné plus d'une heure, 1h15, 1h30. À un moment donné, il a arrêté, quoi. Donc ça, c'est plus qu'une promesse. Vous vous rendez compte? On a un boîtier qui va avoir entre 30 et 50%, voire plus d'autonomie, qui chauffe pas quand on est en production vidéo. On sait que la chauffe, ça a été des sujets de discussion, d'émission, de tout. Donc c'est à l'intérieur, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour l'utilisateur. Et est-ce que c'est une raison pour laquelle vous n'êtes pas allé taper jusqu'à de la 7K? Enfin, vous faites de la 4K qui est downsamplée en fait depuis la 7K. Est-ce que c'est une des raisons qui font que vous êtes resté sage là-dessus aussi? Alors non, ça j'en sais rien. En fait, on peut faire plein d'hypothèses sur les choix. Le fait qu'on puisse aller jusqu'à la 4K 120, effectivement, donc c'est ce qu'on propose. Après, effectivement, comme dit Maxime, il aurait bien aimé en plein format. Il aurait bien aimé, alors que là, effectivement, nous aujourd'hui, on le fait en crop Super 35. Oui. Après, à la différence de certains de nos concurrents, quand on le fait en crop Super 35, le rolling shutter est vraiment très très bien maîtrisé. Le piqué, la qualité d'image qui en ressort est vraiment très bonne. Donc ça, il faut essayer pour ça. Parce qu'entre une ligne de spec sur une fiche produit et la réalité de l'usage, je discutais avec d'autres personnes qui disaient, en gros, voilà, je préfère un bon 4K 120 en Super 35, parce que je vais peut-être pas tourner tout le temps bien sûr. en 4K 120. Donc ça, c'est important. Après, il y a une dernière chose sur la partie innovation. Ça, c'est effectivement quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Damien Bernal, qui l'a spoté. Je crois que c'est un des seuls. Après, ça a été fait sans doute sur des reviews en anglais, mais en français, c'est sur le format RAW. C'est-à-dire que, et ça même moi je le savais pas au lancement, parce que les ingénieurs ne l'ont pas communiqué, l'algorithme et tout le travail de compression du format RAW, simplement d'implémentation du format RAW, a complètement changé. Ce qui fait qu'on arrive à avoir un format RAW qui soit, on va dire, compressé sans perte, compressé ou compressé avec perte. Il y a 3 choix aujourd'hui, sous 114 bits. Et avec une qualité, en tout cas celui pour le compressé sans perte, meilleure que le non compressé qu'on avait avant, pour un poids qui diminue de 30-40%, voire plus. Donc tout ça, en fait, fait partie des changements qui sont un peu et qui est accessible à 30 images secondes, je crois. Hein. Oui, c'est des choses qui sont un peu cachées et qui, en réalité, sont des vraies avancées technologiques pour l'avenir quand on achète un boîtier type Alpha 7.5. Alors oui, il y a des choses qu'il n'y a pas dans l'Alpha 7.5, il n'y a pas l'Open Gate, il n'y a pas le RAW en interne. Voilà, il y a un certain nombre de specs waouh, et effectivement, les gens qui sont dans l'influence, dans la review tech, des gens qui sont techniques, comparent les fiches techniques, etc., ils nous disent oui, bon,
on attend un peu plus là-dessus. Hmm. C'est vrai qu'il y a pas, mais il y a tellement d'autres choses qui sont aussi extrêmement fondamentales pour le travail d'un photographe, pour assurer la confiance qu'il a dans le boîtier, pouvoir tourner vraiment longtemps, pouvoir photographier vraiment longtemps, pouvoir toujours avoir le meilleur du fichier, le moins de restrictions possible, 1 seconde en pré-capture, en RAW, voilà, en 14 bits à 30 images par seconde. Voilà. Tout ça, je pense que ça participe quand même à voilà, une grosse confiance qu'on veut montrer et donner La aux fiabilité. utilisateurs, de la fiabilité, de la pérennité. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui achètent un Alpha 7.5 s'y trompent pas. C'est vrai que l'autonomie, c'est assez bluffant. Enfin, moi qui ai besoin parfois de laisser tourner la vidéo en continu parce que j'attends, je sais pas, la sortie d'une chouette typiquement de sa loge, bah, je laisse tourner en continu pour pas louper le moment. Ben, avant, parfois, je devais changer la batterie en un moment qui pouvait être peut-être critique. Là, j'ai pas peur, je laisse tourner et puis je sais que 1h30, 2 heures plus tard, ça tournera encore, quoi. Alors, je récapitule. Une nouvelle technologie de capteur, 4,5 fois plus rapide, semi-empilé donc, qui offre une très large plage de dynamique de capture, et on va y revenir tout de suite. Un nouveau processeur, le Bionz XR2, beaucoup plus rapide, beaucoup moins énergivore, et surtout autour duquel l'IA est au cœur aussi de la conception. Alors, on connaît l'IA pour l'autofocus, on va y revenir juste après, mais l'IA intervient aussi maintenant pour la balance des blancs, pour la réduction du bruit et de photographie HDR. L'IA est pleinement intégrée dans ce processeur, Fabrice? Oui, elle est pleinement intégrée partout aujourd'hui, hein. Donc après, il faut juste pas avoir peur du mot IA. Ce sont simplement des algorithmes beaucoup plus puissants qui sont mis en œuvre par des processeurs qui calculent plus vite. Donc voilà. Donc ça veut dire que on va pouvoir faire mieux en moins de temps et aider le photographe à avoir des meilleurs résultats. La balance des blancs automatique, là, basée sur l'IA, ça aussi, c'est vrai, on n'en a pas parlé, hein. Ça, c'est dingue. Je l'ai expérimenté même moi sur des photos tout à fait classiques, des trucs en sous-bois, où en général, même la balance automatique des blancs de bonne qualité se fait avoir par une dominante verte. Là, c'est assez remarquable. Donc, mais ça fait longtemps que la balance des blancs automatique est un vrai sujet pour les fabricants d'appareils photo. Avoir une vraie, donc on fait une analyse souvent, une analyse spectrale, carrément avec un capteur, pour pouvoir en déduire de la tonalité du sujet, en fait, vraiment la réalité de la source lumineuse pour garder les vraies couleurs. Non, ça marche très très bien. Ça, c'est une vraie avancée pour ceux qui veulent pas paramétrer sa balance des blancs, la balance des blancs, et j'y comprends. Et c'est ces puissances de calcul décuplées de ce processeur qui permettent aussi, par exemple, d'améliorer les performances de la stabilisation capteur. On était sur quelque chose autour de 5,5 IL sur l'Alpha 7 IV. Ici, vous annoncez 7,5 IL de gain au maximum. Alors oui, mais pareil, tu vois, l'Alpha 7 C2, je crois qu'il est à 7. L'Alpha 7 R5 est quasiment à 7,58. Donc, ça date pas d'hier. Donc, il n'y a pas que l'algorithme IA qui permettent d'améliorer la stabilisation. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'assez mécanique, parce que là, on parle de stabilisation mécanique, d'accord? Parce que si tu fais de la stabilisation digitale supplémentaire en vidéo, on va beaucoup plus haut. C'est même non mesurable. Sans optique, parce que souvent, cette donnée-là est donnée avec une optique Oui. chez certains concurrents. Là, vous parlez simplement de En la fait, stabilisation en interne. oui. Parce qu'il n'y a pas de couplage avec une optique ça OSS, doit être par forcément mesuré avec une optique de référence dont j'ai pas la référence là, mais oui, c'est de façon générale. Après, ça collabore ou plus ou moins avec la stabilisation dans l'optique. Non, mais en fait, là, pour le coup, il y a une partie électromécanique qui est quand même majeure. Ça va être la finesse de mesure des systèmes gyroscopiques et la finesse de réglage du capteur par les systèmes d'électroaimant. Donc là, il y a quand même une grande partie mécanique. Tu es sensible, Marc, à toutes ces technologies un peu boostées à l'IA, l'autofocus, la balance des blancs. Il y a même un nouveau mode en post-production proposé par Sony sur Imaging Edge qui permet de générer des RAW de 130 millions de pixels. Alors ça, malheureusement, j'ai jamais testé ça, mais je serais intéressé par le faire. Mais c'est vrai que oui, l'IA, tout ça, c'est vraiment intéressant justement pour l'autofocus. On a la chance justement d'avoir des algorithmes de détection assez poussés.
Et ça, avec justement l'arrivée de la 7.5, c'est quand même assez confortable. On avait déjà un bon autofocus sur la 7.4, mais là sur la 7.5, c'est encore meilleur. Pour revenir aussi à la balance des blancs, c'est vrai qu'en photo animalière, on photographie beaucoup dans des endroits très verts. Et du coup, à l'époque, la balance des blancs essaie de compenser en rajoutant énormément de magenta. Et en fait, tu te retrouves au final avec une image très bleutée, très magenta, alors que ça reflétait pas du tout la réalité. Et donc là, avec le nouvel algorithme, on a quand même une énorme différence, que ce soit en photo ou même en vidéo. Et en vidéo, on sait que c'est quand même assez important parce qu'on a moins cette latitude justement de récupérer une balance des blancs un petit peu à côté de la plaque. Donc c'est aussi confortable avec ça, ouais. Et il y a un point qui est aussi important en termes de qualité d'image, c'est la dynamique de capture. Sony annonce 16 IL avec un Alpha 7.5. Tu as pu expérimenter, ça doit être intéressant en photo de nature. Est-ce que tu as pu surtout noter une différence avec la 7.4? Alors là, c'est compliqué de répondre parce que là, on va vraiment sur des sujets très techniques. 16 IL, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Mais surtout pour un capteur semi-empilé dont on dit parfois que la technologie semi-empilée peut avoir empiété un petit peu, justement, rogner la dynamique du capteur. On l'a vu sur des concurrents qui sont allés sur du empilé. D'ailleurs, Canon n'est pas allé sur du semi-empilé ou empilé. Donc voilà, quitte à avoir plus de rolling shutter, hein, par ailleurs, c'est un vrai choix. Mais vous, revendiquez ça plus semi-empilé, c'est un tour de force. Je pense que c'est une histoire aussi d'évolution technologique. C'est-à-dire, on sait que, voilà, par exemple, le Global Shutter sur la 9.3, voilà, on paye un peu le prix du Global Shutter sur un peu de montée en ISO, on a un step en dessous, sur une dynamique qui est déjà très large, mais qui est un peu moins grande. On est plutôt sur un petit 14+, plutôt qu'un 15+. Donc voilà, là, 16 top, c'est vrai qu'on va pouvoir... trouver la différence, profiter de la différence d'un 16 top, faut que ce soit vraiment un photographe exigeant qui doit être dans des conditions de prise de vue extrêmement complexes. En même temps, ça peut arriver vite. Hein. Un soleil... C'est la latitude de récupération. Exactement. Aussi. Phototrend l'a testé, le boîtier. Voilà. Ils disent qu'on peut récupérer 4 ou 5 IL dans les ombres. C'est monstrueux. Quoi. C'est monstrueux. Déjà, la 7.3 en matière dynamique, c'était fabuleux. Mais vraiment. Mais là, on le fait. En fait, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'on le fait, mais l'image est super propre. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sous-exposer si on fait pas exprès. Enfin, on va pouvoir vraiment récupérer énormément d'informations tout en générant le moins de bruit ISO possible. Donc ça, c'est bien. Alors, encore une fois, je veux pas tromper pour les personnes qui veulent acheter un A7 V. Là où on perd un peu cette dynamique, c'est-à-dire on tombe vers 15, c'est quand on utilise l'obturateur électronique. Ah bah oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir tout. Mais ça, c'est extrêmement précis. C'est très bien précisé dans le boîtier. Les 16 top, on l'a en obturateur mécanique. Mais effectivement, pour les photographes qui font des photographes de paysages, qui sont confrontés à des écarts de luminosité incroyables, en obturateur mécanique, ils vont sortir des images complètement folles, quoi. Et c'est ce qu'on veut, c'est toujours essayer de proposer le maximum en termes de qualité d'image, en termes de facilité de faire des photos, balance des blancs auto, etc. Même si c'est clair qu'on recommande encore aujourd'hui de paramétrer correctement sa balance des blancs. Ouais. C'est bien pour le flux de production, pour la continuité de la reproduction des couleurs, si à un moment donné on fait des traitements par l'eau ou qu'on applique la même correction. Voilà. Mais tout le monde ne le fait pas, de moins en moins. Donc les gens le laissent de plus en plus en auto. Alors, on change de sujet. Le Sony A7 IV n'était pas réputé comme une bête de course pour la photo d'action. Grâce au nouveau capteur et à sa vitesse de lecture accélérée, la donne change avec l'Alpha 7.5 qui se positionne désormais aussi comme un appareil sport. On empiète un peu maintenant sur les terres des A9 et des A1, Fabrice. C'est un peu inévitable. La gamme professionnelle va proposer tout un tas d'autres choses en termes de robustesse, de prise en main, de fonctions complémentaires. De visée. Voilà, on est vraiment sur le top de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Maintenant, on est obligé de proposer, c'est important de proposer sur un cœur de gamme, qui est quand même à 2 999 €, donc c'est un cœur de gamme, un beau cœur de gamme, on va dire, des fonctionnalités de rafale à 30 images par seconde. C'est obligatoire, on n'a pas été les premiers à proposer sur ce segment-là, donc voilà, c'est important de pouvoir proposer ça. Avec un capteur semi-empilé, on peut le proposer, et ce qui est intéressant, c'est de le faire comme on le fait.
c'est-à-dire avec la meilleure qualité d'image possible, avec le moins de restrictions possible. C'est toujours ça, en fait, la volonté des ingénieurs chez Sony. On va peut-être pas sortir une spec waouh sur la fiche technique ultime, mais par contre, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec le moins de restrictions possible. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, Marc? C'est le passage de 10 à 30 images secondes ou l'arrivée du pré-rafale paramétrable jusqu'à 1 seconde? Les deux. Non, c'est vrai que en fait, les deux. L'un va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Parce que si tu as de la pré-rafale, mais que à 10 images par seconde, c'est un peu limité. Eh oui, pour un envol ou pour un... Voilà. C'est vrai. Donc en fait, c'est vrai que la combinaison des deux, elle est quand même assez confortable. Je ne donnerais pas la priorité à l'un par rapport à l'autre. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Les deux vont complètement ensemble. Hein. Mm. Et après, le pré-capture à 10, le 10 étant aussi mécanique, pour des raisons de rolling shutter en électronique. On ne fait pas de pré-capture en mécanique, c'est vraiment que l'électronique. Oui, c'est en électronique, tu as raison de le repréciser. Donc ça va avec. Ouais. Oui, bien sûr. Puis, bon, au-delà de ça, j'ai aussi la question de la mémoire tampon, où on peut être un petit peu frustré pour le coup sur ce boîtier-là, parce que c'est des performances en rafale extraordinaires, mais quand on prend la calculette et qu'on voit le nombre de photos, quand on pousse tous les curseurs à fond qu'on peut faire, enfin la durée pendant laquelle on peut tenir la rafale, on peut se dire ouais, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir exploiter ça, alors pas forcément en continu et en illimité, mais sur un petit peu plus longtemps que les 3 secondes qu'on peut envisager. Alors 3 secondes, c'est déjà long, hein, tu sais. Mais effectivement, 30 images par seconde, 3 secondes, disons que c'est pour ça que Marc disait les deux, c'est-à-dire pré-capture plus rafale à 30 images par seconde, parce qu'en fait, il faut apprendre à changer ses habitudes de shoot. C'est-à-dire que on n'a plus besoin de commencer une rafale et qu'elle continue pendant des secondes et des secondes en attendant qu'il se passe quelque chose pour le faire. D'accord ? Pour pouvoir avoir la photo. Ouais. Voilà. Si on fait ça, c'est sûr qu'on va faire des milliers et des milliers de photos. On ne saura pas laquelle choisir. On va acheter 99% des photos. Le pré-capture, il est là, effectivement, pour, on va dire, profiter du 30 images secondes et ne prendre que le moment que l'on souhaite prendre. Donc, il faut attendre d'être en retard. Ça, on en avait beaucoup parlé sur la 9.3. Oui, c'est vrai. J'arrête pas de le faire tester à des photographes qui n'ont pas l'habitude du pré-capture. Et je peux dire qu'ils n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils déclenchent toujours avant. C'est un peu l'instinct. Normal. Donc, quand tu as passé ton temps, les bras tendus, à appuyer un avant vol et appuyer alors que donc, l'oiseau n'est jamais parti. Ou autre. Oui, ça, c'est un changement important. Donc, c'est pour ça que ça s'utilise. Après, on a 3 secondes de shoot. Ce qui est intéressant sur la 7.5, c'est que la rafale ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'on va descendre à 8, 9, 10, ça dépend de la carte qu'on a. Ça va ralentir. Ça va ralentir, repartir. mais ça ne s'arrête pas. Le boîtier n'est pas du tout bloqué. C'est juste qu'effectivement... Avec une SD ? Ou il faut impérativement une CF Express ? Non, avec les deux. A. C'est juste que la cadence sera un petit peu plus haute avec une CF Express type A, qui est plus rapide. Ouais. Mais avec une SD, ça marchera aussi. De toute façon, ça ne s'arrête pas. Ça ralentira, mais ça ne s'arrêtera pas. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas nos 30, mais par contre, on aura quand même l'action que l'on veut. Mais j'invite franchement les utilisateurs à découvrir l'usage de l'après-capture associée à cette rafale à 30 images par seconde et changer leurs habitudes. Ah oui, tout à fait. Et puis après, il ne faut pas oublier que je pense que ce soit dans la photo sportive ou dans la photo animalière, on reste rarement appuyé sur le shutter pendant plus de 2 secondes. Vraiment, en général, ce que je fais, c'est que j'appuie par à-coup, parce que c'est vrai qu'on se retrouve très vite avec des milliers de photos après une sortie. Donc il y a ça aussi, il faut apprendre à pas tout le temps mitrailler tout ce qu'on voit et tout ce qui bouge. Et c'est pour ça, moi, je trouve que le buffer, c'est pas vraiment un problème en soi. Tant qu'on n'a pas justement cette limite où à un moment donné, ça s'arrête complètement. Justement, on garde ces 8 ou 10 images par seconde à un moment donné. Mais moi, ça m'arrive très rarement de remplir le buffer, parce que même quand un oiseau décolle, on utilise la pré-capture, mais après, il est déjà loin. Il n'y a plus forcément d'images intéressantes à capturer, ou peut-être il est dans le ciel avec des conditions lumineuses un petit peu moins intéressantes. Donc, c'est pas vraiment un souci en soi, je trouve. Et puis tu dures plus ou moins longtemps si tu es en RAW, JPEG ou voilà. Tu as aussi des durées. On peut baisser un peu les curseurs pour augmenter la durée de la séquence. Voilà, on fait son choix de photographe aussi. Bon, vous m'avez convaincu. La rafale, c'est bien, mais encore faut-il que l'autofocus et le suivi autofocus
soit au rendez-vous. Sur ce point, Sony fait all-in dans son nouveau Alpha 7 V. On écoute le témoignage de la photographe Ananda Joannet, créatrice Sony, nous partager son retour d'expérience sur ce point. Alors, ce que j'ai pu remarquer avec l'Alpha 7 V par rapport à l'Alpha 7 IV, c'est que l'autofocus est bien plus puissant, notamment sur des sujets comme les oiseaux, par exemple, que j'ai pu prendre en photo autour de chez moi. J'ai remarqué que le suivi des yeux, notamment l'autofocus qui se cale sur les yeux, est bien plus précis et bien plus performant que sur la 7 IV. Il chope plus rapidement les yeux. Et puis surtout, il le décroche pas facilement comme des fois la 7 IV pouvait me le faire. Même sur les mammifères aussi, j'ai trouvé qu'il fait le focus très bien. Et même en situation un peu complexe, là, j'ai essayé dernièrement de faire des photos en sous-bois, par exemple. Et donc, c'était des photos de chouettes, hein, et il y avait beaucoup d'arbres et de branches autour de moi. Et là où la 7 IV, des fois, sur une chouette qui est un peu loin, allait me faire un focus sur les branches à des moments. Là, il va vraiment droit à l'essentiel. Il arrive vraiment à aller chercher la chouette et les yeux de la chouette qui sont au milieu des arbres. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et sans parler du fait qu'il arrive à bien attraper les yeux, je trouve que la rapidité de l'autofocus et la précision de l'autofocus est bien au-dessus. Ça a pu m'arriver sur la 7 IV, par exemple, d'être sur les cils des animaux et pas forcément sur le fond de l'œil. Alors, ça m'est pas arrivé non plus souvent, mais ça m'est quand même arrivé quelques fois. Là, j'ai eu beaucoup de fond de l'œil et pas forcément de cils. Donc, c'est vraiment au-dessus de la 7 IV. J'ai eu l'occasion de tester sur un voyage en Norvège l'Alpha One 2 avec le 400-800 et à titre de comparaison du coup avec l'Alpha 7 V, l'Alpha 7 V n'en démord pas et honnêtement il a vraiment des compétences en termes d'autofocus qui sont similaires à l'Alpha One 2, donc je pense que c'est un très bon boîtier et pour cette gamme-là, c'est chouette d'avoir un autofocus qui est aussi performant. Comme je fais beaucoup de photographies animalières d'animaux de compagnie, c'est vraiment l'autofocus, cette reconnaissance du sujet, c'est vraiment un plus, mais un plus génial en fait, parce qu'il y a plein de situations en fait où sur les anciens appareils, les réflexes, et cetera, ou même sur l'Alpha 7 IV, j'avais des petits décrochages à des moments. Là, par exemple, je fais beaucoup de photos de chiens qui viennent en courant vers moi. Et c'est une des situations les plus compliquées parce que alors, le chien qui court de profil, ça va, l'autofocus le suit assez bien. Par contre, le chien qui vient vers soi, souvent l'autofocus a du mal à savoir à peu près où est l'animal par rapport à nous. Mais alors là, la facette 5, du coup, il reste vraiment focus sur les yeux et c'est génial parce que du coup, je peux faire sauter par exemple le chien par-dessus un tronc d'arbre en train de venir vers moi et je vais vraiment réussir à avoir le focus sur les yeux au moment où il saute. Et non sur les pattes ou sur autre chose parce que l'autofocus n'aura pas été assez rapide pour saisir ce moment-là. Donc sur des photos de sport comme ça, enfin de sport animalier comme je peux faire, c'est génial, c'est un atout considérable. Ce que j'aimerais qu'il fasse encore mieux l'autofocus, c'est dans ces situations très particulières comme pour la photo de paysage nocturne par exemple. Je vois sur les aurores boréales notamment et du coup la Voie lactée. Sur les aurores boréales, en fait, je fais toujours ma netteté aussi sur une étoile que je vois au loin. Par exemple, là, ça pourrait faire que l'autofocus soit encore plus performant dans ces situations-là et du coup reconnaissent par exemple les étoiles, hein, je vais très loin, hein, mais qui reconnaissent les étoiles et qui se disent: «Tiens, là, je fais la netteté sur les étoiles et voilà et j'en bouge plus». Ça je pense que ça sera réalisé dans les années à venir, hein, c'est sûr. Marc, toi, tu as noté aussi un réel gap, une réelle avancée, pardon, en termes de performance autofocus entre la 7 IV et la 7 V. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Comme le disait Ananda, c'est vrai qu'il y a certains cas où tu as des oiseaux en plein vol. Parfois, la 7.5 qui va chercher le focus un tout petit peu derrière. Il est un tout petit peu en retard dans certaines situations vraiment précises. Et c'est surtout au niveau de la détection. En fait, là, il va détecter l'animal en entier. Là où l'Alpha 7 IV, je crois, il détectait uniquement les yeux. Là, du coup, avec la 7.5, on a un algorithme de détection de l'animal entier. S'il n'arrive pas forcément à capter l'œil, il va quand même détecter l'animal. Donc ça, effectivement, il y a une grosse différence. Ouais. Et puis dans les micro-réglages, selon même l'animal ou l'oiseau, on peut choisir s'il va détecter les yeux, une partie du corps. Enfin, ça, alors là, c'est assez épatant, quoi. Ouais, ça marche très bien. Et ça, Fabrice, c'est le travail du Bionz XR2
Sur certains modèles, il y avait 2 puces, une qui s'occupait de ça. Maintenant, c'est tout intégré dans le même processeur. On peut se dire que ce processeur va être la nouvelle norme pour vous dans le futur. Oui, je pense. Le Beyond XR2, enfin, ça a l'air d'être écrit en tout cas. Après, je peux pas prévoir de ce qui va sortir comme boîtier. Mais là, j'aime beaucoup le témoignage d'Ananda avec qui on a travaillé, comme avec Marc aussi. On a fait un petit bout de chemin avec la 7.5, c'était super. Et c'est quand, enfin, je reprends juste quand Ananda, elle connaît parfaitement son métier. Comme toi aussi, Marc, tu sais ce que tu veux, tu connais ton boîtier. Donc, quand on est super spécialiste, on est super exigeant. Et on connaît, et on sait ce qu'on veut. Et quand on teste un boîtier qui va offrir, voilà, parce que la génération et la génération d'après, des prestations en plus, des facilités en plus, tout de suite, on va les voir. Et quand elle dit effectivement que la 7.4, des fois, il loupait l'autofocus, la 7.5, voilà, il faut pas dénigrer. La 7.4 est un excellent boîtier. Mais Moi, je suis surpris à quel point je trouve que c'est pas qu'on le dénigre, mais on trouve les performances de l'EF superlatives, alors que la 7.4, de manière très objective, c'est déjà une référence. déjà bien, ouais. Franchement, Déjà atteindre voilà. la F pour tester beaucoup de produits, c'était assez fou, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment se remettre en condition de dire quand on est spécialiste de quelque chose en photo, on veut toujours plus. Ouais. Et quand on a plus, on sait très bien exploiter encore plus. Donc, mais en fait, le boîtier que toi tu avais déjà, la 7.4 ou Ananda aussi, c'est déjà un boîtier exceptionnel. Et c'est vrai par contre que il y a quand même une génération et demie d'IA dedans. C'est-à-dire que c'est Beyond XR sans puce IA, mais avec l'algorithme quand même IA, etc. sur la 7.4. À partir de la 7R5 et donc sur aussi la 7C2, on a en plus la puce supplémentaire. En plus des 2 processeurs, on a une puce en plus. Et là, on est dans le Beyond XR2. Alors, le Beyond XR2, dans ce que j'ai pu comprendre des trainings techniques qu'on a eus, a priori, n'affiche pas forcément plus de puissance sur l'application de l'algorithme IA que le Beyond XR. Mais je pense que le processeur pédale plus vite. Voilà. Mais malgré tout, c'est un algorithme très proche avec les améliorations qu'il y aura sur les 2 processeurs Beyond XR, Beyond XR2. Donc voilà. Donc ça veut dire que la 7.4 a quand même, il y a un saut entre la 7.4 et la 7.5. Il y a un saut et demi, d'une certaine façon. Donc c'est normal qu'on trouve sur un boîtier plus récent, avec des technologies plus récentes, des spécificités qui correspondent plus à une pratique très spécifique quand on connaît très bien son métier. Après, sur la 1.2, sur la One 2, la One 2 restera toujours plus pro. Le capteur de la One 2 est plus rapide. C'est un capteur 50 millions qui est empilé complètement. Comparé à un 33 millions semi-empilé, on n'a pas la même prestation. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin en photographie professionnelle. On peut attendre plus d'un A1 II. Aussi dans l'ergonomie de prise en main. Voilà, il y a plein de choses qui sont en plus. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas au même tarif. On est à 55% plus cher. Enfin, voilà, exactement. C'est un 3000, 7000 à peu près, pour donner une idée. Mais voilà, mais ce ne sont pas les mêmes concepts du boîtier. Mais oui, la 7.5, c'est quand même une sorte de mini A1 II, d'une certaine façon. Ouais. C'est quand même complètement fou, tous ces progrès qui ont été faits sur l'autofocus ces dernières années. Tu crois qu'on est en haut de la courbe de progression, Fabrice, là c'est quoi les marges d'amélioration qui restent? Est-ce que c'est intégrer une IA active qui va analyser en temps réel, connectée en ligne? Enfin, ça peut être quoi? On se connaît depuis combien de temps, Arthur? Je te demande ton avis à toi, ouais, je te demande pas. Je vais te raconter une histoire à l'époque où je donnais des cours à l'école des Beaux-Arts, je faisais un module photo, et on m'avait posé la question, on était à 6 millions de pixels. Et la question, c'était, peut-on tout faire avec 6 millions de pixels? Moi, je dis 6 millions de pixels, c'est largement assez. Je suis pas sûr qu'on y aille plus loin, qu'on aille au-delà. On faisait des expos à 6 millions de pixels, après tout. Bon, voilà. Ouais. Non, mais voilà, on faisait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on est à 61 sur un plein format. On est à 100 sur un moyen format. On est à, je sais pas combien sur un capteur APS-C. Donc, une quarantaine aujourd'hui. Donc, je peux pas te dire jusqu'où ça ira. Je pense que, globalement, le service rendu sera toujours le même, faire la mise au point, faire la photo nette, etc. Maintenant, les algorithmes IA, on les voit simplement sur Internet, sur ChatGPT, sur les OpenAI, etc. Tous les jours, toutes les semaines, il y en a des nouveaux. Et qui font des choses qu'ils ne faisaient pas la semaine d'avant.
Donc je pense qu'en termes d'algorithmique, on est capable de faire des logiques de calcul, des logiques de travail qui vont beaucoup avancer. Et en termes de processeurs, alors on va pas demain changer tous les processeurs de tous les boîtiers, mais on est capable de faire mieux. Donc non, je pense que c'est pas fini. Ce qui est important, et je pense que c'est la philosophie aussi de Sony, c'est le photographe ou le vidéaste, c'est toujours lui le patron. Donc l'IA sera à son service, mais pour moi, c'est la logique aujourd'hui encore des boîtiers photo-vidéo. Pour finir, un autre point sur lequel Sony a remis un petit coup de boost sur son Alpha 7 V, c'est la vidéo. Un aspect naturellement fondamental pour les créateurs qui ont besoin de polyvalence. Et la concurrence fait rage entre tous les constructeurs, en particulier sur ce segment de produits. Fabrice, c'est un sujet un petit peu sensible. Objectivement, si on regarde froidement les caractéristiques vidéo de l'A7 V versus celles du Canon R6 III ou du Nikon Z6 III ou même du Lumix S1 II, on se dit que vous êtes passé un peu à côté. Alors c'est un peu rude de dire qu'on est passé à côté. La fonction Vous êtes vidéo, à côté de la plaque, quoi. Complètement. Non, la fonction vidéo de la 7.5, elle est extrêmement fiable, elle est puissante, elle fait aussi écho à tout un système type Cinema Line avec les caméras FX, avec une colorimétrie, avec une façon d'utiliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, on rentre avec un boîtier Sony dans une production professionnelle en vidéo. Voilà, tous les codecs sont acceptés, tout peut se mélanger, les caméras peuvent aller avec d'autres caméras. Donc, c'est vraiment l'écosystème cinéma Sony d'une caméra, on va dire à 1000 euros ou 1200 euros, comme un ZV-E10 Mark II, qui reprend aussi le log, qui reprend aussi la colorimétrie, jusqu'à une FX9, jusqu'à une Burano. Donc ça, c'est la force de tout ce que Sony a construit aujourd'hui. C'est pas forcément une spec particulière ou deux specs particulières, c'est un écosystème. Donc la fonction vidéo est très solide. Après, effectivement, on va pas les détailler, mais sur ce que tu dis, il y a certaines fonctions qui sont aujourd'hui, dont nos concurrents se sont emparés. Puis c'était l'OpenGate, Maxime en parlait. Voilà, OpenGate, tu as aussi le RAW en interne. L'enregistrement SSD. L'enregistrement SSD, là, je pense que c'est, on peut être à la limite entre un choix réel fait, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de frein à la déploiement hardware, même le software de cette fonction-là. Je pense que c'est un choix de Sony. J'ai pas forcément l'explication de pourquoi, du comment, mais voilà. Donc l'OpenGate, oui, c'est sont des bonnes questions. On n'a pas forcément de réponse aujourd'hui. On questionne nos ingénieurs à Tokyo. Après, c'est vrai qu'il y a les FX aussi. Donc, oui, mais les FX, voilà, les FX, c'est pareil. La FX3 n'a pas d'OpenGate non plus. Donc voilà, ce sont des fonctions. Pourquoi aujourd'hui les ingénieurs ne déploient pas ça? Est-ce qu'ils attendent peut-être de pouvoir faire un OpenGate d'une qualité absolument remarquable? Voilà, j'ai pas de réponse officielle. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que il faut pas s'attacher. Alors, c'est facile à dire pour ma position, bien entendu, mais je pense que 80, peut-être 15%, 17% des usages ne nécessitent pas du RAW en interne, ne nécessitent pas, parce que le RAW, c'est très compliqué à utiliser. Et on peut réaliser des images en verticale sans aucun problème en OpenGate. Même si l'OpenGate, effectivement, est un peu plus commode parce que ça permet de mieux utiliser l'espace du capteur pour faire les doubles cadrages et horizontal et vertical. Donc, on peut complètement travailler sans. C'est vrai qu'effectivement, sur la fiche technique, il y a un certain nombre de fonctions très à la pointe qu'on n'a pas, mais on va pouvoir offrir tout un tas d'autres fonctions qui concernent 95% du travail de tous les jours. Et ça, je pense que c'est l'essentiel. Donc, il faut bien regarder ce qu'on fait quand on choisit, quand on travaille. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Et puis, voilà, le marché est concurrentiel. Avoir des concurrents qui, technologiquement, vont proposer telle fonction, nous, on va proposer d'autres. Ça fait partie du jeu. C'est votre faute, surtout. C'est vous qui avez poussé au départ. On a un peu... Oui, c'est vrai qu'on a un peu lancé la guerre il y a quelques années. Tout ça. Je ne le voyais pas comme ça, mais tu as raison. Non, mais c'est le jeu. Je pense que cette concurrence, elle a d'intérêt, voilà, de titiller les ingénieurs, de faire en sorte que les technologies avancent et qu'on arrive à trouver aussi à un moment donné d'autres innovations, d'autres ruptures technologiques. Il y en a plein dans la 7.5.
Alors, elle concerne peut-être pas les specs dont on parle là en vidéo, mais malgré tout, je sais Non, pas, mais pouvoir tourner pendant Tu une les as heure bien et demie, éclairés quand même. Enfin, pouvoir tourner je pendant crois. 1 heure et demie avec son boîtier sans être obligé d'y mettre des ventilateurs ou de la glace, ça fait partie des arguments qu'il faut quand même peser. C'est qu'est-ce que je vais utiliser tous les jours? L'autonomie de ma batterie, le fait de le shooter longtemps sans que ça chauffe. Il faut réfléchir à ça et le vidéaste ou le photographe, bref, le créateur va prendre sa décision. Eh ben, on va donner justement la parole à Marx sur ce sujet-là. Vidéaste qu'il est, il doit avoir un avis. Tu utilises aussi un A7S3 Tout à dans fait. tes productions vidéo. Bon, voilà, tes réactions sur le volet vidéo de l'A7 V et peut-être la complémentarité avec ce que tu es capable de faire avec ton A7S3. Bah écoute, c'est vrai que niveau qualité d'image, bon, j'ai beaucoup utilisé l'A7S3 depuis sa sortie et c'est vrai que j'étais extrêmement satisfait de sa qualité d'image. Avec l'A7 IV, j'étais déjà très content de ce qu'il pouvait produire en vidéo. Mais là, avec la 7.5, en fait, on va plus loin parce qu'on a aussi l'arrivée de la 4K à 100 images par seconde, hein. Et il y a plein de gens qui, justement, crachent sur le cadrage. crop APS-C. Mais pour moi, c'est un avantage, en fait, parce que Ah bah, c'est sûr. l'Alpha One Mark II ne propose pas de recadrage Super 35 en 100 images par seconde, alors que là, la 7.5 l'a. Et c'est vrai que pour aller encore plus proche, pour aller capter les animaux encore plus près, ça, c'est un avantage. Et pouvoir décomposer des mouvements, parce que justement, en animalier, les vidéos ralenties, ça donne un aspect vraiment très particulier et très sympa. Donc là, vraiment, c'est un gros avantage. Pour revenir aussi à l'histoire de l'Open Gate, moi, je fais beaucoup de Reels sur Instagram. Je fais beaucoup de contenu vertical aussi. Et en fait, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de l'Open Gate dans mon utilisation. Si j'ai besoin de recadrer un petit peu, je veux dire, ce que je fais, c'est Tu décadres un peu. je décadre un peu et je mets un contenu flou un petit peu en arrière. Personne verra la différence. C'est pas ça qui va me faire plus de vues, plus de likes, plus d'engagement, personnellement, hein. Et puis, je veux dire, aussi en termes de qualité d'image, j'ai largement ce qu'il faut. Les fichiers 4K, ils me suffisent pour mon utilisation. Ils me permettent aussi même de recadrer. J'ai pas forcément besoin de 4K, parce que dans ce cas-là, on irait aussi sur des fichiers, des tailles de fichiers assez monstrueuses. Moi qui aime laisser tourner très longtemps mes vidéos pour attendre le moment à capter, en fait, je me retrouverai avec des téras de stockage après une seule journée, donc c'est pas terrible. Je trouve que la qualité qu'on a avec cette 4K, ce confort justement, comme tu disais, ça chauffe pas, tu peux enregistrer longtemps. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de 6K ou de 8K Open Gate, en fait, dans ce que je fais. Après, je comprends qu'il y a des gens qui en aient besoin parce que c'est leur fond de commerce. Ils ont besoin de ça pour les clients, dans certaines vraiment productions très particulières. Mais je pense pour le créateur de tous les jours qui fait certains contenus verticaux, plus des contenus horizontaux de manière classique, il n'a pas besoin de tout ça. Et il a besoin de quelque chose de fiable et qu'il peut utiliser et qui sait que justement, il va réussir à pondre des belles images avec et ça s'arrête là, quoi, et ça suffit. Et on va conclure là-dessus. Vous ramenez pas mal de sagesse, je trouve, et de raison. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais tu sais qu'on ne s'est pas parlé avec Marc pour préparer C'est senti. cette émission. Je te remercie. Non, mais c'était important que ça soit du vrai et de ce qu'on pense vraiment, quoi. Merci Fabrice, merci Marc. Nous sommes toujours avec Fabrice Abuaf de Sony France qui est accompagné du photographe Marc Schöffel pour parler du nouveau A7 V. Fabrice, Marc, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Fabrice, première question pour toi. Pourquoi historiquement la série des A7 tout court de Sony est ultra importante, aussi bien pour Sony que pour les créateurs? Parce que c'est la gamme de produits, la gamme de boîtiers la plus polyvalente qu'a conçue Sony et même à mon avis sur le marché de l'hybride plein format. Voilà, c'est la force des Alpha 7, c'est de proposer en fait vraiment toutes les fonctions possibles en photo, en vidéo pour des photographes amateurs, passionnés et même professionnels. C'est pas un peu trop long, 5 ans d'attente entre l'Alpha 7 IV et le nouveau A7 V? C'est pas comme ça qu'il faut voir l'échelle de temps. Je pense que
un boîtier, une gamme, la maturité technologique, ça vient pas régulièrement tous les ans, tous les 2 ans, tous les ans et demi. Il faut attendre qu'il y ait un vrai changement, une vraie innovation. Et je pense que c'est ça la clé. Donc, il n'y a pas forcément de règles. C'est pas une nouvelle gamme tous les ans. Voilà. Et aujourd'hui, innover, c'est plus compliqué. Et faire une rupture technologique, c'est plus compliqué. Donc, je considère qu'il n'y a pas forcément de règle absolue de voilà, tous les ans, tous les 2 ans, il faut qu'il y ait un nouveau boîtier. C'est quand ça vaut le coup, quand ça vaut vraiment le coup. Comment tu l'as ressenti, toi, Marc, en tant qu'utilisateur de la 7.4 Ces 5 ans d'attente, c'était long pour le coup? Alors, quand tu vois des Alpha One Mark II sortir, quand tu vois des A7R5 sortir, forcément, tu as envie d'avoir les nouvelles technologies sur ton boîtier A7 IV, A7 V. Forcément, tu lorgnes un peu, tu commences à te poser les questions. Est-ce que j'irai pas vers cette gamme-là? Est-ce que j'irai pas vers cette gamme-là? Forcément, ça donne envie. Mais aussi, ça te fait espérer aussi pour l'avenir. Tu te dis, bon, il y a ça qui est sorti aussi sur la 7R5, il y a ça qui est sorti Donc sur ça te maintient au sein de la marque. Voilà, quelque c'est part. ça, tout à fait. Tu te dis, bah, le prochain A7 V, il va être incroyable. Enfin, tu t'en attends vraiment. Tu dis, bon, avec tout ce qui vient de sortir, on aura probablement des choses similaires pour un prix un peu moindre. Ce qui m'amène donc à la réponse à cette question que j'allais te poser. Selon toi, c'est le bon équilibre, un A7 V, entre performance, prise en main et tarif? Ouais, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est un très bon équilibre. Quand tu n'es pas ultra exigeant, que tu n'as pas envie de faire du recadrage intensif, 33 millions de pixels, ça suffit largement. J'ai déjà fait même des recadrages assez particuliers, assez extrêmes avec mon A7 IV à l'époque. J'ai fait des tirages en grand format, il n'y a eu aucun souci. Qui avait la même définition. Hein, Voilà, tout à fait, 33 millions de pixels, exactement. Donc, ouais, pour moi, c'est un bon équilibre en termes de rapport qualité-prix. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut et parfois même un peu au-delà. Enfin, j'imaginais pas forcément qu'on ait par exemple cette pré-rafale sur un A7 V aussi performante que celle qu'on a sur l'Alpha One Mark II. Oui, c'est ça, sur l'Alpha One Mark II ou sur la 9.3 par exemple. Bah, dans son témoignage, Maxime parlait d'un mini Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. à 1.2. Un 2, ouais, tout à quelque fait. part. On le compare souvent, ouais. Alors, c'est pas exactement la même chose parce qu'il faut quand même encore justifier la différence de prix avec l'Alpha One Mark II. Pour les créateurs et les photographes ultra exigeants qui veulent énormément de rapidité, aucun rolling shutter, alors, extrêmement peu parce que on n'est quand même pas sur un global shutter avec l'Alpha One Mark II, mais on n'est pas loin. Il y a quand même encore un gap et heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un bon équilibre. Il y a assez peu de différences ergonomiques entre ces deux générations de boîtiers. Marc, tu peux nous parler un peu de ce nouvel écran, plus particulièrement de cette charnière? Oui, alors cet écran, justement, et on l'avait attendu, parce que je le disais tout à l'heure, on voyait des A7R5 avec des nouvelles technologies qu'on avait envie d'avoir. C'est vrai que l'écran, il est particulièrement intéressant parce qu'on peut justement l'orienter un petit peu dans tous les sens, le garder dans l'axe aussi. Et typiquement, quand on veut faire des plans à ras le sol, c'est très rapide, on remonte juste l'écran, voilà, et puis on sent quand même que c'est robuste. Voilà. Fabrice, l'A7 V inaugure un nouveau capteur encore jamais vu, un nouveau processeur. Et cette combinaison de composants ouvre la porte aux toutes dernières technologies de Sony. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, c'est vrai que même s'il ressemble comme deux gouttes d'eau à la 7 IV de face, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui changent. Et les révolutions technologiques, elles sont aussi dedans pour demain. Donc ce capteur, semi-empilé, plus rapide, c'était effectivement une nécessité pour proposer de la rafale plus rapide, du pré-capture jusqu'à 1 seconde, moins de rolling shutter, et puis voilà, une visée aussi plus meilleure, un suivi autofocus meilleur. Et ce processeur qui est en fait, dont on connaît aujourd'hui encore un peu de choses, mais qui est de nouvelles technologies, qui intègre le Beyond XR plus la puce IA, bref, tout, qui chauffe beaucoup moins, qui permet d'avoir une autonomie plus 30%, voire plus, avec tous les systèmes d'économie d'énergie ajoutés. Je pense que ça, c'est une vraie clé de l'avenir. Et c'est ce qui s'inscrit avec la sortie de la 7.5. On conseille à nos auditeurs, auditrices de réécouter l'intégralité de l'échange et surtout ton explication sur l'incorporation du nouveau processeur de la puce IA au sein du capteur semi-empilé.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est important. Alors, on n'a pas d'infos encore, comme je t'ai dit, Non, officielles. mais Hein, au conditionnel. ouais, mais au conditionnel, mais c'est en fait important. ce qu'on ne sait pas, on le voit à l'usage, comme l'expliquait Marc. Et je pense, voilà, un boîtier qui chauffe pas, plus d'autonomie, plus de puissance, plus de fluidité, c'est tous les jours qu'on le sent à l'usage. Marc, l'Alpha 7.5, c'est un boîtier qui a maintenant une ADN de photo d'action, que ce soit du sport ou de l'animalier, qui vient clairement sur les terres des boîtiers plus haut de gamme de Sony, à savoir la série A9 et les séries A1. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un A7.5 dans ce domaine? Alors déjà, l'arrivée du capteur semi-empilé permet aussi les 30 images par seconde, la grande rafale. Donc ça, pour les photographes sportifs et animaliers, c'est vraiment très confortable parce qu'on peut avoir des décompositions de mouvements très intéressants. En obturation électronique. En obturation électronique, tout à fait. On a aussi, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais la pré-capture qui est vraiment super confortable aussi. On a jusqu'à 1 seconde, ce qui est vraiment génial. En obturation électronique. En obturation électronique aussi, tout à fait. Donc ouais, tout à fait. Quand on est photographe de sport ou photographe animalier, là vraiment on peut s'éclater. On revient beaucoup plus. Enfin, on revient plus facilement avec des belles photos. En fait, on a plus de, comment dire ça, on a de taux d'image réussi. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Merci Fabrice. Non, et puis tu as l'autofocus qui est associé à ça, qui fait que voilà. Exact. Ça ne démord pas du sujet. Fabrice, côté vidéo, on a la sensation que Sony s'est retenu au niveau des specs offertes sur cette Alpha 7.5. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je pense que c'est un peu vite dit quand tu regardes tout le fondement de la fonction vidéo sur la 7.5. Il y a quand même des choses qui sont assez extraordinaires. Même si certaines fonctions, on en parlait beaucoup sur les réseaux, comme l'Open Gate par exemple, Marc en a parlé aussi tout à l'heure, ou le RAW en interne, qui est une fonction quand même un peu particulière. Je pense que la fonction vidéo de la 7.5, elle est pas en reste. On a un boîtier avec lequel on peut filmer en 4K 120 avec en crop APS-C, mais avec une qualité d'image extrêmement propre, un 4K 60 plein format, une stabilisation incroyable, une qualité d'image qui va bien, et surtout, je veux dire, un boîtier qui chauffe pas. Aujourd'hui, faire des vidéos horizontales et verticales, on sait les faire sans avoir besoin d'Open Gate, même si effectivement on peut comprendre que dans certains usages c'est mieux. Donc je pense que la fonction vidéo est vraiment pas en reste, et à l'usage en production, la 7.5 va être beaucoup plus puissant, facile à utiliser que tout un tas d'autres boîtiers de sa grande autonomie, hein. Et l'autonomie de la quand même batterie. un truc, Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire un certain nombre de choix. Voilà, j'aurais pas forcément l'explication de tous ces choix-là, mais je pense que sur la balance, l'absence d'Open Gate ou de RAW en interne versus la grande autonomie, la chauffe très 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 limitée, la qualité du flux vidéo rentré dans le système Sony, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et l'ouverture de la monture. Alors oui, c'est encore. Non mais bon, ça, c'est- non mais ça c'est sur tous les boîtiers. Mais effectivement, le choix qu'on peut avoir aujourd'hui d'optique en Sony et de la monture aussi. Donc non, je pense que la fonction vidéo est pas du tout en reste. Et pour terminer, Fabrice, est-ce que tu peux nous rappeler le prix de ce nouveau A7.5? Alors la 7.5, on peut le trouver aujourd'hui dans tous les magasins partenaires, photo spécialistes et autres, à 2 999 €, sachant qu'il y a toujours l'offre qui court, qui est une offre de lancement, une offre conditionnée. Si vous voulez acheter une optique G-Master 2 avec le boîtier, voilà, vous aurez des remises allant jusqu'à 200 €. Il faut toujours prendre les promotions et en profiter jusqu'au 31 mars. Voilà, comme tout un tas d'autres promotions sur d'autres boîtiers Sony en ce moment même. Merci à vous deux pour toutes vos explications. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz.
Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, chef. Oui, patron. Première question pour toi, Marc, qui nous vient d'un dénommé Hugo avec 2 O. .gnl. Comment bien paramétrer son A7 V pour la photo de sport, notamment le football ? Alors, il y a carrément un décompte. Oui. C'est stressant. T'as déjà perdu 10 secondes. Là. C'est horrible. Alors déjà, shooter en 30 images par seconde. Après, il faut faire attention justement au type de collimateur qu'on utilise. Pour la photographie de football, je pense qu'il faut absolument activer le suivi et la détection des êtres humains et du suivi des yeux des êtres humains. Shooter en RAW. Après, c'est compliqué. Hein. Bon, je te laisse encore une Il y a seconde. beaucoup de choses à paramétrer. Paramétrer ses boutons aussi. Il y a plein de choses à faire. Je t'aide un peu. Ouais, vas-y. Pitié, aide-moi. Lance-moi une bouée. C'est très dur parce que le foot, c'est vraiment très spécifique et c'est différent de la photo d'oiseau et d'animalier. Non, je pense qu'il y a un mode qui est tout au fond du paramétrage du système autofocus qui s'appelle le suivi, spot flexible. Et on peut choisir, si on aime le collimateur central, on le met fixe au centre. Ça permet en fait de capturer la cible en visant au centre. Et ensuite, tant qu'on reste appuyé à demi, il va traquer sur l'ensemble de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on conseille aussi en animalier. Ça peut être intéressant au foot, en fonction de si on veut l'action ou si on veut les yeux de la personne, ou si on veut le ballon. Pour l'instant, on ne reconnaît pas les ballons, mais on peut très bien aller chercher la forme en désactivant la reconnaissance des yeux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et bien sûr, rafale, héros, comme tu dis. Parfait. Deuxième question. Elle est pour toi, Fabrice. Elle nous vient de Yvon Chaud. Je suis équipé en Canon. Pourquoi je devrais passer chez Sony ? Alors c'est un peu court, il m'en faudrait un peu plus. Il faudrait quel boîtier, quel type de photo, etc. Et on pourrait faire un argumentaire un petit peu plus spécifique. Je pense que déjà la gamme optique en hybride Sony est beaucoup plus grande. L'univers est plus grand. Selon s'il fait de la photo ou de la vidéo, il y a vraiment aujourd'hui énormément de professionnels qui travaillent en vidéo dans le système ouvert. Très ouvert dans le système Sony. Donc on se retrouve beaucoup plus dans les fichiers vidéo. Et après, l'autofocus reste quand même quelque chose de star et phare sur Sony. Et je dirais, dans la gamme optique des objectifs faits par Sony, le système de mise au point est très avancé, plus avancé, je pense, aujourd'hui que toutes les autres marques, avec les moteurs XD, et ce qui permet d'assurer un taux d'image réussi selon le type de photo que fait cette personne meilleur. Troisième question pour toi, Marc, qui nous vient de Celig95. Quel réglage AF recommandé pour capturer des animaux rapides en mouvement ? Waouh. C'est plus ton domaine, là, quand même, normalement. Oui, mais réglage, déjà, activer le suivi sur les oiseaux. Justement, tu en parlais tout à l'heure du spot flexible. Du spot avec ouais, ça en général, ouais, justement, aux zones de décalage suivi, moi je suis à peu près, je crois que je suis à 2. Niveau constant de suivi, je crois que je reste sur du standard, et sensibilité, reconnaissance, je crois que je reste sur du standard, sur du 3. Mais c'est vrai que la zone de décalage, je crois que je la mets sur 2 en général. Et après, c'est précis. Ouais, c'est précis. Après, c'est vraiment c'est des tests. Il faut vraiment tester, voir ce qui va mieux en fonction du sujet qu'on photographie. Il n'y a pas vraiment de réglage universel en fait. Après, ce que tu disais, c'est quand même intéressant. Il y a des réglages fins. Ouais. C'est-à-dire que si le suivi est pas rapide, on peut accélérer le suivi, on peut ralentir le suivi. C'est typiquement ce que tu disais là à l'instant. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut essayer, il faut voir quand ça décroche, il faut voir quand ça suit pas. Voilà, moi je suis moins spécialiste de ça, mais on a tous ces réglages fins. Donc ça demande un peu de travail, mais on trouve facilement les réglages à faire. Mais le plus important, comme tu disais, c'est le collimateur avec suivi, où là, tu peux justement mettre un collimateur fin pour capter pour viser et ensuite traquer et recomposer en fait l'image si besoin. Ça, c'est ultra intéressant. Ouais. Quatrième question pour toi, Fabrice, qui nous vient de, j'imagine, Benjamin Grenet. Rafale bridée avec les objectifs Sigma, c'est la seule chose qui me retient de changer mon A7C2.
Alors la rafale bridée, j'aurais pas dit ça parce qu'en fait c'est même pour nos objectifs à nous. Tous les objectifs sont pas faits par Sony sont pas éligibles à la rafale à 30 images par seconde. Idem pour la 9.3 à 120 images par seconde. Il y a des restrictions dues au système de motorisation autofocus qui n'est pas suffisant pour pouvoir suivre correctement les sujets. L'idée, c'est qu'on va pas proposer un 30 images par seconde si la motorisation autofocus ne vous permet pas d'avoir un taux minimum d'images nettes sur le système. Donc voilà, il n'y a pas plus d'explications qu'une vraie explication technique. Et puis il faut aller voir comment sont conçus les objectifs et vous verrez que c'est pas les mêmes systèmes de motorisation autofocus. Un stepping motor va pas pouvoir suivre à 30 images par seconde ni à 120. Donc tous les objectifs de la gamme Sony ne sont pas éligibles aux 30 images par seconde non plus. Pour terminer, pas une, mais 2 questions. Une pour chacun. Des questions qui tuent. On commence avec Marc. S'il ne devait rester qu'une optique G-Master dans ton sac, ce serait laquelle et pourquoi ? Alors, je pense que ce serait le 402.8. Alors, j'ai pas utilisé beaucoup, mais c'est très spécifique. Je pense que moi, j'adore photographier en fait les rapaces nocturnes et j'ai besoin d'une grande ouverture, surtout pour la vidéo. En photo, on peut utiliser des poses longues parce que les rapaces nocturnes, ils sont pas ils bougent pas très vite quand ils sont posés. Ils sont pas très nerveux. Mais ouais, je pense que c'est une optique que je garderai pour justement photographier les rapaces nocturnes à la tombée de la nuit ou très tôt le matin. Et pour toi, Fabrice, la série RX1R a été ressuscitée. Pourquoi pas les RX100 ? RX100, il y a toujours le RX100 Mark VII qui est toujours en gamme. C'est tout à fait vrai. Donc, Mais pourquoi il n'y a pas de successeur ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de successeur, on n'a pas d'informations. Pour l'instant, le produit est en gamme, donc il n'y a pas forcément besoin de successeur. Après, voilà, j'ai pas l'info officielle, mais dans la logique de gamme, on sait qu'il y a de moins en moins de compacts experts. Le marché se diminue, se rétrécit aussi beaucoup sur les compacts experts. Donc je peux comprendre complètement la demande, hein, de la même façon qu'on nous demande énormément le fameux RX10. Tu sais, dont on parle à Montien-en-Der. Voilà, Bridge. Mais oui, pour mais le l'instant, RX10 était un des premiers appareils Sony avec un capteur empilé. Hein. Et exactement. Alors, le RX100 a un capteur empilé. Hein. Tous nos capteurs 1 pouce sont des capteurs empilés depuis déjà un paquet d'années. Le premier, voilà. Donc, j'ai aucune info, bien sûr, là-dessus. Voilà. Ce sont des gammes sur lesquelles, effectivement, on se focalise un peu moins. On se focalise plus sur le développement des gammes plein format aujourd'hui. Parfait. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Fabrice, Marc, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de ce nouveau boîtier, le Sony Alpha 7 V, dans notre studio. Marc, quelles sont tes actualités en ce moment ? Alors, pas mal de vidéos en cours de préparation, des vidéos sur YouTube plus orientées technique de prise de vue, notamment a priori une vidéo qui sortira sur la prise de vue en basse lumière. Pas mal de reels aussi sur Instagram avec des rencontres animalières justement que je fais sur le terrain. Et puis à l'avenir, j'aimerais aussi proposer pas mal encore plus de vidéos justement YouTube immersives où j'emmène les gens avec moi, soit en POV ou ce genre de vidéos-là, en forêt, en montagne, voilà. Capturer certaines espèces particulières. Fabrice, l'actualité de Sony, après les Césars et les Golden Globes, on est dans la phase des cérémonies et on va bientôt connaître les lauréats de l'édition 2026 des SWPA. Exactement, et l'exposition a lieu bientôt, dans quelques semaines, au Somerset House, en plein centre de Londres. D'ailleurs, on sera, nous, à la cérémonie de remise des prix. On est toujours dans l'attente. On adore quand il y a des photographes françaises qui sont lauréats ou dans les shortlists. Donc, on attend de voir. C'est un grand moment pour nous à chaque année. Je crois que c'est la 18e édition des Sony World Photography Awards. D'ailleurs, j'invite tout le monde qui écoute à participer, c'est gratuit, hein. Soit en concours open avec une seule photo, soit en concours pro, qui n'est pas du tout adressé qu'aux pros, où on participe avec une série entre 8 et 12 photos.
Donc ça, c'est important. Autre actualité, on a plein de journées portes ouvertes, donc regardez voir chez votre revendeur préféré, savoir si on n'est pas de passage prochainement, en fonction des différentes villes de France. Arles, bien sûr, mais ça sera début juillet. Et avant, il y a un salon où je vous invite à aller. Alors, on n'est pas tout seul sur ce salon-là. C'est le salon Chasseurs d'Orage, qui a lieu bientôt à Lyon, à Bron. Voilà, où on aura la chance d'avoir un stand, un partenaire aussi pour faire de bonnes promotions. Et puis, venez écouter Xavier Delorme, avec qui on travaille sur le partenariat avec Sony, avec la partie chasseur d'orage, qui est un magnifique chasseur d'orage, limite météorologue, qui va faire de belles conférences. Voilà, donc beaucoup d'actualités, ça s'arrête pas là, mais je vais pas tout vous citer. Alors, je vais rebondir sur 2 points. Si vous vous intéressez au SWPA, sachez qu'on a réalisé une émission spéciale intégralement dédiée à cette compétition. Et si vous vous intéressez à la photographie d'orage, patientez quelques semaines. On a un épisode sur le sujet qui va bientôt vous être proposé. Avec Xavier Delorme. Hey, hey. Mais je savais pas. Le monde est petit. Non, mais très très bien. Qui a réussi à capturer la foudre au-dessus de la cathédrale de Chartres. Et il a mis 12 ans pour le faire. C'est un petit teasing. Ouais. Il a mis 12 ans. Quelqu'un d'assez extraordinaire. Il a fait l'année dernière une conférence à Montier, justement au gymnase du Follep, là où il y a toute la partie matérielle. Et il a fait carrément une masterclass comment chasser les orages. Mais il a une C'est multitude d'anecdotes et c'est pas un hasard s'il vient à nos micros. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Sony A7 IV. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission au coin du feu en compagnie du photographe et réalisateur Hugo Ebb qui va nous emmener dans les coulisses de son dernier film long métrage. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.